Le grand Kenny Rogers a chanté « Il faut savoir quand les garder, Savoir quand se coucher, savoir quand s'éloigner, savoir quand s'enfuir. » Si la Russie a un peu de bon sens, Elle se serait repliée tellement de fois en Ukraine à ce jour qu'elle rendrait jaloux un expert en origami. mais la Russie continue de parier. Et à Donetsk, elle vient d'en faire un gros. Un convoi entier de ravitaillement russe est entré dans l'une des zones les plus meurtrières de Donetsk pour apporter des fournitures au front. La Russie a parié que, d'une manière ou d'une autre, ce serait le convoi qui réussirait à traverser l'autoroute infestée de drones, que la Russie elle-même considère comme une zone interdite à ses soldats. Avez-vous vraiment besoin de vous dire ce qui s'est passé ensuite ? Les drones FPV ukrainiens ont repéré le convoi et la Russie a perdu son pari en perdant des dizaines de véhicules sur une véritable autoroute de la mort. Nous n'avons vraiment aucune idée de pourquoi la Russie a tenté ce qu'elle a tenté. Nous avons vu le sort des véhicules blindés russes partout en Ukraine. Près de 25 000 d'entre eux ont déjà été détruits. Précisément parce qu'ils sont des cibles faciles pour les drones FPV ukrainiens. Mais à la mi-juillet, les commandants russes à Donetsk ont pris la décision déconcertante d'envoyer un convoi de 50 véhicules sur le périphérique de Donetsk. Cette route n'est pas sûre pour la Russie, loin de là. C'est précisément sur cette route que la Russie a interdit tout transport de marchandises et de véhicules militaires, justement parce que l'Ukraine en a pratiquement le contrôle de tir. Elle se trouve à seulement 12 km de la zone grise, qui existe entre les villes de Toretsk et Konstantinivka. Ce qui est largement à portée des drones ukrainiens, et cela depuis longtemps. Depuis des mois, les commandants russes savent cela. Les véhicules entrant sur le périphérique de Donetsk sont détruits. Cette destruction est aujourd'hui encore plus certaine. L'Ukraine dispose désormais d'un avantage de 1,5 contre 1 en drone FPV face à la Russie, dans de nombreuses régions de la ligne de front. Donetsk est très clairement concerné. De nouvelles générations de drones FPV et autres apparaissent chaque mois en Ukraine. L'Ukraine a déjà approuvé un nombre record de 413 nouveaux systèmes de drones, rien qu'en 2026, rapporte Aerospace Global News. C'est un record, et nous ne sommes qu'à la moitié de l'année. Forbes précise que les drones FPV ukrainiens ne se limitent plus au front ni à l'arrière immédiat. Certains parcourent jusqu'à 60 km derrière les lignes ennemies, rendant une rocade à 12 km du front une cible évidente. Tout cela criait au mauvais pari. C'est comme faire tapis au poker avec un 7 et un 2 dépareillés. La Russie aurait eu besoin d'un miracle pour mettre son convoi de 50 véhicules en sécurité sur le périphérique de Donetsk. Les miracles arrivent aux joueurs chanceux. Mais la Russie n'a pas eu de chance. Alors que le convoi rejoignait le front, l'inévitable arriva. L'Ukraine a vu le 7 de russe et a relancé avec une paire d'as. En d'autres termes, de nombreux véhicules russes ont été détruits après une manœuvre des forces de Poutine d'une telle stupidité qu'on se demande pourquoi elle a été approuvée dès le départ. Derrière la ligne de front de Donetsk, le groupe Ivan Franko a observé la Russie faire le pire pari qu'elle ait fait depuis très longtemps. Membre du service de sécurité d'État ukrainien, ce groupe a subi un convoi de camions, fourgonnettes, voitures et motos, s'en frottant déjà les mains. Le convoi a pu partir de la périphérie de Malinivka, devenue une base clé pour les forces russes cherchant à percer la ceinture fortifiée de Donetsk. L'Ukraine a parfaitement joué sa carte, donnant à la Russie plus d'assurance à chaque kilomètre parcouru. Malinivka était pratiquement hors de vue pour beaucoup de ces véhicules. Ils étaient presque sortis de la zone de danger immédiat et le pari allait être réussi. Puis les drones FPV sont arrivés. Et ils ont détruit chaque véhicule du convoi russe. Malgré l'interdiction de circulation des transports de marchandises et des transports militaires sur le périphérique de Donetsk, #IFG, avec une main ferme et les drones que vous avez donnés, a arrêté plusieurs contrevenants. Le groupe Ivan Franko a plaisanté sur Telegram, annonçant ce qui pourrait être le succès le plus prévisible de la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas comme si nous devions croire ce groupe sur parole, quand il affirme que cette frappe folle a eu lieu. Il y a des images, beaucoup même. Sensor.net partage une vidéo. Les images alternent entre la vue d'un drone FPV qui se dirige vers un camion du convoi russe et la vue d'un passager dans une voiture qui roule à proximité. On voit le drone s'approcher. Ensuite, les images montrent la même scène sous un autre angle. Les vues alternent jusqu'à ce que l'image du drone devienne noire. Quiconque a vu des images de drones FPV ukrainiens sait qu'une coupure de transmission signifie qu'une explosion vient d'avoir lieu. Cela se confirme quand la vidéo repasse au point de vue du passager, montrant le drone ukrainien descendre et toucher sa cible. Voici l'histoire de le désastre russe sur la rocade de Donetsk. Encore et encore, les drones ukrainiens ont volé, repéré et détruit les véhicules russes, qui n'auraient jamais dû prendre un tel risque.
Une autre vidéo, cette fois partagée par Xelanova+, montre les conséquences du massacre sur la route que la Russie a tenté d'emprunter. Nous voyons véhicule après véhicule, tous incendiés et détruits. 50 au total, des Lada et des quads jusqu'aux camions, et même un véhicule qui transportait un canon d'artillerie. On dirait une scène sortie de Mad Max. Où que vous regardiez, une autre carcasse d'ancien véhicule apparaît. Le nombre de soldats russes éliminés lors de l'assaut acharné de l'Ukraine contre un convoi qui n'aurait jamais dû être autorisé reste inconnu. Mais cela n'a presque pas d'importance. Des images du massacre de véhicules suffisent à envoyer un message à la Russie. Tu as parié que le périphérique de Donetsk était soudain devenu sûr. Ce n'est pas le cas, et ça ne le sera pas avant longtemps. Encore une fois, la question doit être posée. Pourquoi ? Quelle raison possible la Russie aurait-elle pu avoir pour envoyer tout un convoi sur une route dont elle sait qu'elle est couverte par les drones FPV ukrainiens ? Nous proposerons bientôt des hypothèses de réponse, mais d'abord, c'est les missions militaires. Si vous aimez voir la Russie humiliée, nous avons encore beaucoup à vous montrer. Abonnez-vous à la chaîne dès aujourd'hui et activez la cloche de notification pour voir encore plus de vidéos mettant en avant les décisions les plus stupides prises par la Russie. Et ne vous y trompez pas, la bourde de la Russie à Donetsk était stupide. Ce n'est pas seulement l'envoi d'un convoi de 50 véhicules sur une route couverte par les drones FPV ukrainiens qui est stupide ici. Encore plus déroutant, la Russie a essayé d'envoyer ce convoi vers le front en plein jour. Sous couvert d'obscurité, ces véhicules auraient peut-être eu une chance. Non, car les drones FPV ukrainiens peuvent suivre les véhicules la nuit. Mais cela aurait été quelque chose. Peut-être que certains auraient survécu au massacre. La Russie a envoyé ses soldats en mission suicide. Et la raison semble simple. Le désespoir. Nous avons mentionné Toretsk et Konstantinivka plus tôt. L'explication la plus probable semble être que la Russie, dans son désespoir, a fait un pari insensé pour acheminer des troupes et des fournitures vers les fronts proches de l'une ou l'autre de ces villes. Cette dernière en particulier se trouve à l'extrémité sud de la ceinture de forteresses que la Russie doit faire tomber si elle veut prendre Donetsk et par extension la région du Donbass à laquelle Poutine accorde tant de valeur. Les villes jumelles de Sloviansk et Kramatorsk se trouvent au nord de Konstantinivka. Cette dernière n'est qu'à 22 km. Notre première analyse du mauvais pari russe était qu'elle pensait devoir envoyer plus de soldats et de fournitures sur un ou deux fronts, pour les renforcer pour de futures offensives. La Russie a peut-être aussi fait ce pari pour sauver certains soldats. Comme dit plus tôt, approcher en voiture des zones de mort infestées de drones, en expansion, équivaut souvent à une condamnation à mort. Les véhicules étant des cibles faciles, la Russie privilégie une stratégie d'infiltration, où ses soldats traversent les zones de mort à pied. C'est dangereux, oui, mais un soldat est plus petit qu'un véhicule, ce qui les rend plus difficiles à repérer. Les soldats peuvent aussi se cacher dans des tranchées ou bunkers pour éviter des drones ukrainiens. Le problème de la Russie est qu'une stratégie d'infiltration efficace en 2025, quand les zones de destruction faisaient moins d'une douzaine de kilomètres de profondeur, devient inviable en 2026. Selon Business Insider, l'ex-ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, déclare que les soldats russes doivent marcher environ 30 km en tenue de combat pour rejoindre le front. Tout cela à cause de l'expansion des zones mortelles. Beaucoup n'arrivent même pas jusqu'au combat, avant d'être pulvérisés par des drones. Ce qui fait que les assauts russes sur le front sont bien plus faibles que ce dont Poutine a besoin. D'où ce désespoir. Et la raison pour laquelle la Russie a fait ce pari absurde. Il existe une autre possibilité concernant la catastrophe du convoi russe. Éviter aux soldats une marche longue et périlleuse vers le front était peut-être l'idée. Mais la Russie montre aussi qu'elle se soucie peu du sort de ses soldats lors de ces marches. Tant que certains atteignent leur destination. Envoyer des véhicules, c'est risquer de l'argent, et c'est plus précieux pour Poutine que la vie de sa chair à canon. Peut-être que la Russie se préparait à quelque chose qu'elle n'a pas fait récemment. Une attaque mécanisée contre une position ukrainienne. Vous pourriez vous demander pourquoi tant de voitures ordinaires figuraient dans le convoi si la Russie préparait une attaque. En fait, ce n'est pas une surprise. En plus des lourdes pertes de blindés évoquées précédemment, il est établi que la Russie emploie des véhicules civils pour attaquer des positions ukrainiennes depuis au moins mars 2025. À ce moment-là, les voitures et les véhicules tout-terrain aperçus dans le convoi du périphérique de Donetsk représentaient environ 70% de toutes les pertes russes, selon Forbes. Pour la Russie, tout ce qui roule peut servir à lancer une attaque. On peut donc exclure que la Russie ait voulu utiliser les 50 véhicules détruits par l'Ukraine pour attaquer Toretsk ou Konstantinivka. De telles attaques sont le mode opératoire d'une nation qui fait face à des pénuries d'équipements. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données
collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Pourtant, rien de tout cela ne change un fait simple. Ce que la Russie vient de faire était très stupide. Ce n'est pas seulement stupide à cause de l'avantage évident de l'Ukraine avec les drones FPV. Des dizaines, parfois des centaines de kilomètres derrière le front. Une nouvelle génération de drones ukrainiens de frappe à moyenne portée frappe désormais efficacement les convois russes. Avec la technologie des drones FPV, la zone de destruction sur la ligne de front s'étend désormais jusqu'à 50 km. La zone où l'Ukraine peut frapper les véhicules russes, appelée zone de destruction des véhicules, s'étend jusqu'à 200 ou 300 km de profondeur. Les chiffres le prouvent. Dans une publication sur X, l'analyste militaire Clément Melan souligne que l'Ukraine a frappé 240 camions et véhicules russes durant la première semaine de juillet, ce qui équivaut à 34 frappes par jour. C'est une hausse notable par rapport à un mois de juin déjà impressionnant, où l'Ukraine a détruit 586 véhicules, soit une moyenne quotidienne de 19,5. C'est bien supérieur à ce que l'Ukraine faisait plus tôt cette année, où sa moyenne quotidienne a à peine dépassé 1 en avril. De combien de cibles la Russie avait-elle besoin pour comprendre qu'elle allait faire un mauvais pari sur la rocade de Donetsk ? Envoyer un convoi sur cette route plus tôt, en 2026, aurait déjà été un pari risqué, notamment quand les véhicules arrivaient à porter des drones FPV ukrainiens. Ajoutez des drones d'attaque de moyenne portée, et vous obtenez ce résultat. Un massacre de métal qui n'arriverait jamais là où la Russie voulait l'envoyer, après avoir été repérée. Maintenant, deux questions subsistent. Que peut faire la Russie le cas échéant pour améliorer ses chances dans ses paris à Donetsk à l'avenir ? Et concernant Donetsk, que signifie cet échec humiliant et tout ce qui s'y passe pour les objectifs de Poutine sur la conquête du Donbass ? Commençons par la première question, car la Russie prend déjà des mesures pour protéger ses véhicules des drones ukrainiens. Apparemment, ces mesures n'incluent pas le fait de rouler la nuit, ce serait trop logique. Comme le note Euromaidan Press, les cages anti-drones, visibles sur de nombreux chars russes, sont désormais installées sur des camions. De nombreux convois sont également accompagnés d'équipes de défense armée, censées abattre les drones dans le ciel. Aucune de ces approches ne fonctionne. Les équipes de défense ne sont efficaces que si elles sont précises, ce qui n'est pas facile depuis un véhicule en mouvement, et les mêmes drones qu'elles cherchent à repérer peuvent les éliminer. Les cages ont les mêmes inconvénients pour les camions que pour les chars. Un important compromis existe, car la vitesse baisse quand le poids augmente. Un camion avec une cage anti-drone est mieux protégé, mais aussi plus lent et plus facile à toucher. En effet, l'Ukraine aggrave les problèmes du convoi de la Russie, car elle est désormais capable de déployer plus de drones qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Des drones assistés par l'IA sont arrivés sur le champ de bataille, certains coûtant à peine 6 000 $ l'unité. Lorsqu'ils sont soutenus par des quadricoptères FPV qui coûtent environ 500 $ chacun, il est facile de voir comment l'Ukraine peut lancer de tels essaims, capables de venir facilement à bout des défenses aériennes mobiles, et ensuite percer les cages installées sur certains véhicules que la Russie veut protéger. Plus aucun doute sur la domination de l'Ukraine en matière de drones, tant en nombre qu'en efficacité des frappes, sont dissipés par un rapport du 17 juillet dans le Kiev Independent qui indique que les drones ukrainiens ont touché plus d'1 million de cibles au premier semestre 2026. Durant cette période, l'Ukraine a presque doublé ses frappes mensuelles, alors que l'Ukraine a déjà réalisé 105 800 frappes de drones impressionnantes en janvier, chiffre qui est passé à 200 218 frappes en juin. Le volume est essentiel pour l'Ukraine actuellement. Ces chiffres montrent que la Russie devra attendre longtemps si elle espère un ralentissement des attaques de drones ukrainiens. Ce n'est pas le cas. 1 million de cibles au premier semestre 2026 ont appris cette leçon.
50 véhicules lancés en mission suicide sur le périphérique de Donetsk viennent aussi de l'apprendre. En parlant de Donetsk, la Russie n'y réussit pas, ce qui explique le caractère désespéré de ce convoi dès le départ. Fin juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que Poutine avait fixé une date limite pour la chute de Donetsk. Encore une fois, la 15e selon le décompte de Zelensky, depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Poutine exige que les forces russes prennent Donetsk avant fin décembre. Ce qui paraît impossible, alors que l'essentiel de la ceinture de fortification tient encore. Et l'Ukraine contrôle par le feu les zones grises et les régions occupées. Ce qui conduit à l'anéantissement de convois entiers. Zelensky qualifie ce nouveau délai de signe du délire de Poutine, et il n'a pas tort. Poutine exige la prise de Donetsk avant fin décembre. Ses troupes sont décimées dans la région. Dans un rapport du 14 juillet, RBC Ukraine a révélé que le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, affirme que la Russie perd plus de 400 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle capture à Donetsk. Un rapide calcul à la louche nous indique que la Russie devra sacrifier environ 2,4 millions de soldats pour capturer les quelques 6000 km² de Donetsk, qui restent aux mains de l'Ukraine. Pas surprenant que la Russie, désespérée, envoie des convois faciles à repérer sur une rocade que ses commandants avaient interdite. Elle doit envoyer des soldats au front, pas les perdre à l'arrière, pour espérer prendre Donetsk. Mais peut-être que l'insulte ultime, et la preuve la plus claire que la date limite de Poutine pour Donetsk est absurde, vient de l'Institute for the Study of War, ou ISW. L'ISW publie chaque jour un rapport suivant l'offensive russe en Ukraine. Ces rapports estiment souvent quand la Russie prendra des territoires clés, comme Donetsk. L'ISW a publié un autre de ses rapports, le 14 mai, où il a révélé qu'un des meilleurs prévisionnistes mondiaux ne peut plus prédire l'avenir de la Russie à Donetsk. L'ISW n'est plus en mesure de prévoir quand les forces russes pourraient prendre Donetsk, y compris sa ceinture fortifiée. Puisque le ralentissement de l'avancée russe et la nature difficile du terrain tenu par les Ukrainiens à Donetsk rendent incertaine la capacité de la Russie à s'emparer de ce territoire, a déclaré l'ISW, dans une vive critique de l'échec des forces russes à réaliser ce que Vladimir Poutine attend à Donetsk. Quant à la réaction de la Russie face à tout cela, eh bien, à quoi vous attendiez-vous ? La Russie n'a pas reconnu la perte de 50 véhicules sur le périphérique de Donetsk. Au contraire, elle a renforcé ses affirmations selon lesquelles elle réalise de grands progrès à Donetsk. Le 15 juillet, le National Interest a rapporté que la Russie affirme désormais avoir capturé Konstantinivka. Cette déclaration provient du chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, qui affirme souvent que des localités sont capturées, alors que la Russie n'y a infiltré que quelques soldats. Le ministère britannique de la Défense rejette fermement cette affirmation, déclarant qu'au mieux, la Russie occupe environ la moitié de la zone urbaine de Konstantinivka. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la ville ne tombe complètement sous le contrôle russe. Cependant, la nouvelle de cette prétendue victoire est distillée comme du miel aux oreilles de Poutine. Il est prêt à vivre dans son monde imaginaire, où la prise de Donetsk avant fin décembre semble possible. Un convoi de voitures endommagées sur le périphérique de Donetsk en est un exemple. Poutine ne saura peut-être jamais que ce convoi a été détruit. Il est déconnecté de la réalité à Donetsk, car il s'entoure de courtisans, comme Gerasimov, qui ne lui disent que ce qu'il veut entendre. L'Ukraine ne s'en souciera pas, elle vient de remporter une victoire majeure qui a contrecarré les assauts russes prévus à Donetsk. La rocade est devenue un cimetière. Si le commandement russe est intelligent, il n'osera pas refaire un pari aussi stupide avant longtemps. Mais à qui veut-on faire croire ça ? Pendant des décennies, il était admis que l'argent était la ressource la plus importante dans le monde militaire. Une armée bien financée aurait toujours un avantage sur celle qui avait moins de moyens. Les pays ayant plus de fonds resteraient plus puissants que ceux au budget de défense limité. Les équipements les plus coûteux primeraient toujours sur des alternatives plus simples et moins chères. Depuis 2022, l'Ukraine a réécrit chacune de ses règles. Bien qu'elle mène cette guerre avec des effectifs plus réduits, moins de ressources, et bien moins d'argent que son adversaire, elle a constamment déjoué les pronostics. Elle a surpassé et déjoué la Russie pour transformer ce qui aurait pu être un conflit rapide en une guerre qui dure maintenant depuis plus de 4 ans et qui ne montre aucun signe de se terminer, comme le Kremlin l'avait imaginé. Les forces de Kiev viennent de donner une leçon d'efficacité militaire en matière de coûts, en utilisant un équipement de 500 $ pour abattre un aéronef valant plusieurs millions de dollars. Envoyant un message qui menace de briser les fondements mêmes sur lesquels repose toute la machine de guerre russe. Ce n'est pas la première fois que nous entendons une histoire comme celle-ci. L'Ukraine s'est forgé une réputation étonnante pour avoir construit l'une des forces militaires les plus efficaces au monde, en utilisant à plusieurs reprises du matériel relativement abordable pour perturber,
endommager et détruire des équipements russes qui valent une fortune en comparaison. À plusieurs reprises, elle a utilisé des drones bon marché pour bombarder les navires, avions, véhicules blindés et infrastructures ennemies. Et l'Ukraine vient de réussir cela à nouveau, infligeant une nouvelle défaite totalement humiliante aux commandants russes, qui devront y réfléchir en pensant une fois de plus leurs blessures. L'incident s'est produit dans la matinée du 15 juillet, près de Vyazova, dans l'oblast de Belgorod, en Russie. Il a été mené par la 427e brigade autonome des systèmes sans pilote d'Ukraine, nom de code RAROG, comme l'a confirmé le commandant des forces des systèmes sans pilote des forces armées d'Ukraine, Robert Mrovdi, plus connu sous son indicatif d'appel Magyar. Magyar est devenu le visage des opérations de drones ukrainiennes ces dernières années, et il est souvent parmi les premiers à partager les détails des innombrables frappes de drones du pays. Quelques heures après l'attaque, il a publié une vidéo montrant exactement ce qui s'est passé. L'extrait montre un hélicoptère russe survolant des champs, suivi par un drone ukrainien. Le drone vole à la hauteur de l'hélicoptère quelques secondes avant de monter et de le percuter par le dessus, entrant en collision avec ses hélices. Ce n'était pas n'importe quel hélicoptère, c'était un Mi-28, un hélicoptère d'attaque lourd, capable d'opérer par tous les temps, de jour comme de nuit, et contre les blindés, qui remonte à l'époque de l'Union soviétique. Il a été fabriqué pour la première fois au début des années 1980, mais n'a été officiellement introduit dans les forces armées qu'en 2009. En raison d'une combinaison de facteurs et de retards dus à la concurrence des contrats militaires et à l'effondrement économique de l'Union soviétique. Mais ne vous laissez pas tromper par le long développement du Mi-28. C'est un équipement militaire sérieux, mesurant plus de 17 mètres de long, soit plus de 55 pieds, avec une hauteur de 3,8 mètres, soit 12,5 pieds, et une envergure de 4,88 mètres, soit 16 pieds. Il affiche un poids maximal au décollage de 11 500 kg, soit un peu plus de 25 000 livres, et peut transporter jusqu'à 1720 litres, soit 450 gallons américains de carburant en interne, plus 571 litres supplémentaires, soit 151 gallons, dans des réservoirs largables. Propulsé par une paire de turbomoteurs Klimov VK2500 de 2194 chevaux chacun. Il peut atteindre une vitesse de croisière impressionnante de 270 km/h, 170 miles par heure, et des vitesses maximales d'environ 320 km/h, soit 200 miles par heure, lorsque nécessaire. Avec une autonomie allant jusqu'à 435 km, soit 270 miles, et une endurance de 2 heures. Le Mi-28 a été conçu principalement pour des missions d'attaque, et il a assez de puissance de feu pour menacer toute cible sur sa route. Il est équipé d'une tourelle NPPU-28 montée sous le nez, avec un canon automatique Shpunov 2A42 de 30 mm, qui peut tirer entre 200 et 800 coups par minute, avec une portée efficace de 1500 mètres, soit 4900 pieds pour les véhicules terrestres, et 2500 mètres, soit 8200 pieds pour les cibles aériennes. Le canon peut également tirer une large gamme d'obus, y compris des obus perforants, des obus à sabots détachables et des obus explosifs incendiaires. En plus de cela, le Mi-28 peut être équipé de jusqu'à 16 missiles supersoniques, Attacker, ATACMS, doté d'une gamme d'ogives, dont des ogives anti-chars à haut pouvoir explosif, des variantes thermobariques et des ogives à tige expansible. Ces options permettent au Mi-28 d'engager aussi bien des chars de combat avec blindage réactif explosif, que l'infanterie, des bâtiments, des bunkers et d'autres hélicos. Le Mi-28 peut également être équipé d'une large gamme d'armements supplémentaires, y compris des missiles air-air et air-sol, ainsi que des bombes aériennes, ce qui en fait l'un des atouts les plus polyvalents à la disposition de l'armée de l'air russe. La Russie a souvent utilisé cet hélicoptère pendant sa guerre contre l'Ukraine. Au début du conflit, en 2023, de nombreux rapports faisaient état du déploiement d'hélicoptères d'attaque, Mi-28, sur les lignes de front, équipés de nouveaux missiles anti-chars conçus pour contrer le parc de véhicules blindés de l'Ukraine, qui ne cessait de croître rapidement. Travaillant aux côtés d'autres modèles comme le Ka-52, le Mi-28 s'est révélé efficace pour endommager et détruire certains des chars de combat principaux de l'Ukraine, des véhicules de combat d'infanterie et des bastions fortifiés. Des rapports signalent que les forces russes utilisent cet hélicoptère comme chasseur de drones. Certaines unités ont été vues en train de poursuivre et d'abattre des drones de reconnaissance et kamikazes ukrainiens, avec peu de succès. En résumé, le Mi-28 est considéré comme l'un des meilleurs hélicoptères d'attaque actuels. Chacun d'eux représente un atout précieux pour les forces du Kremlin. Bien qu'ils soient moins médiatisés que les drones et missiles, ils ont joué un rôle clé dans le conflit. C'est pourquoi, chaque fois que l'Ukraine endommage ou détruit un de ces appareils, c'est un événement majeur.
Selon le groupe de renseignement en source ouverte Oryx, les forces ukrainiennes ont réussi cet exploit à au moins 20 reprises depuis le début de la guerre. 20, Mi-28 ont été confirmés comme ayant été soit gravement endommagés, soit entièrement détruits. Bien que le chiffre réel soit probablement bien plus élevé. Puisqu'il existe des cas où des équipements russes sont rayés de la carte, mais aucune preuve claire ne peut être trouvée pour confirmer leur destruction. Cependant, dans ce cas, les preuves sont clairement visibles en vidéo. Tandis que nous observons le drone foncer vers sa cible, à quelques millimètres des pales de l'hélicoptère, avant que l'écran ne devienne noir. Le plus surprenant dans cette histoire est le type de drone réellement utilisé par l'Ukraine. Selon plusieurs articles de presse et un communiqué de presse du fabricant ukrainien de drones Skyfall, le drone en question n'était autre que l'un des drones FPV Shrike 10 de Skyfall. Le Shrike 10 est un drone d'attaque tactique remarquablement efficace et étonnamment bon marché. Doté d'un châssis de 10 pouces et capable de transporter des charges allant jusqu'à 3 kg, soit 6,6 livres. Il fait partie de la grande famille des drones Shrike, qui ont été classés parmi les drones les plus utilisés dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine jusqu'à présent. Ils affichent une portée de vol allant jusqu'à 30 km, soit 18,6 miles, et une vitesse maximale de 120 km/h, 75 miles par heure. Une altitude maximale d'environ 800 mètres, soit 2600 pieds. Et une durée de vol totale pouvant aller jusqu'à 15 minutes. Mais sans aucun doute, l'aspect le plus impressionnant du Shrike 10 est son prix. Ces drones coûtent environ 500 $ l'unité. En fait, dans certains cas, ils peuvent même être fabriqués pour encore moins, autour de 400 $, selon le fabricant. Grâce au faible coût de production du Shrike, l'Ukraine peut facilement fabriquer et déployer des milliers de ces drones sans avoir à s'inquiéter de dépenser une fortune pour autant. Cette histoire montre que ces drones peuvent être bon marché, mais ils sont parfaitement capables de neutraliser des cibles bien plus grandes et nettement plus précieuses. Le Mi-28, par exemple, est estimé à un coût compris entre 15 et 19 millions de dollars par unité. Un drone à 500 $ contre un hélicoptère à 19 millions de dollars. Et c'est le drone qui l'emporte. En termes d'efficacité économique, on ne fait tout simplement pas mieux que ça. Le plus fou, c'est que ce n'est même pas la première fois. Presque exactement le même scénario s'est produit en septembre 2025. Encore une fois, des rapports ont signalé que des pilotes de drones ukrainiens ont détruit un hélicoptère russe avec un simple drone FPV. C'est de nouveau le commandant des forces des systèmes sans pilote, Magyar, qui a annoncé la nouvelle sur Telegram. L'hélicoptère Mi-8 a été détruit par des pilotes de la 59e brigade des forces des systèmes sans pilote à l'aide d'un drone FPV. Magyar a également partagé une vidéo de l'attaque, un clip de 30 secondes, dans lequel on peut clairement voir le drone entrer en collision avec l'appareil, provoquant une explosion instantanée, alors que l'hélicoptère s'embrase et s'écrase dans un nuage de fumée épaisse. Des détails ultérieurs ont révélé que l'appareil en question était en réalité un hélicoptère de transport, Mi-8, et non un Mi-28. Mais il valait quand même plus de 10 millions de dollars. Encore une fois, les équipes de drones ukrainiennes ont utilisé un drone FPV à 500 $, ensuite confirmé comme un Shrike 10, pour obtenir ce résultat. Avant d'expliquer ce que cela implique pour l'Ukraine et la Russie, l'émission militaire offre une vue d'ensemble, au-delà des gros titres. Abonnez-vous pour garder nos murs d'avance. Cette histoire ne concerne pas seulement un drone et un hélicoptère, c'est un microcosme de toute la guerre. C'est un symbole de ce que ce conflit est devenu, et de la profonde division qui existe entre les stratégies et doctrines respectives des deux camps. Pendant des années, voire des décennies. L'armée russe a été obsédée par les dépenses. Depuis l'époque de l'Union soviétique jusqu'au régime de Vladimir Poutine au XXIe siècle, le pays s'est constamment concentré sur des dépenses exorbitantes pour des innovations de pointe à l'échelle mondiale. Souvent lors des expositions et défilés militaires sur la place rouge, l'armée de Poutine a souvent exhibé ses nouveaux projets à plusieurs millions de dollars, des chars géants aux énormes missiles capables de voler plus vite et plus loin que ceux de la génération précédente. C'est ainsi que la Russie projette sa puissance depuis des générations. Elle a dépensé davantage et construit plus grand que presque tous les autres pays pour intimider ses opposants potentiels. Pendant des années, cette stratégie semblait fonctionner. Même certaines des forces militaires les plus puissantes du monde craignaient à juste titre de provoquer le Kremlin et de subir la colère de la grande machine de guerre russe. Et quand Poutine a ordonné l'invasion totale de l'Ukraine en 2022, le reste du monde s'attendait logiquement à ce que l'armée russe déferle sur le pays, anéantissant toute forme de résistance que Kiev pourrait opposer. Comme nous le savons, cela ne s'est pas produit ainsi. Parce que l'Ukraine a suivi une stratégie très différente. Elle ne misait ni sur les plus gros chars, ni sur les meilleurs missiles,
Malgré l'aide de ses alliés occidentaux, elle ne pouvait rivaliser avec le budget militaire croissant de la Russie. Elle a donc cherché des moyens moins coûteux de se défendre. Elle devait faire quelque chose qui semblait impossible. Pour neutraliser la deuxième puissance militaire mondiale avec une fraction de son budget. Elle devait stopper des missiles valant 1 million de dollars, avec des défenses aériennes valant des dizaines de milliers de dollars. Pour stopper d'immenses essaims de drones sans de vastes stocks d'intercepteurs. Pour détruire de grands groupes d'assaut mécanisés avec des mines basiques et des roquettes anti-chars. Pour la plupart des pays, le défi aurait été trop grand. Beaucoup seraient tombés dès le premier obstacle, incapables d'arrêter l'avancée russe implacable. Mais pas l'Ukraine. L'Ukraine a osé croire en l'impossible, et, grâce à son cran, sa détermination et d'innombrables heures de travail acharné, elle a rendu cela possible. Elle en récolte maintenant les fruits. Parce que la récente attaque contre l'hélicoptère Mi-28 n'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. Chaque semaine qui passe, de nouveaux rapports font état de drones ukrainiens détruisant des équipements russes bien plus grands et précieux. Il ne s'agit pas toujours de drones à 500 $, détruisant des appareils à 19 millions de dollars. Des drones à 5000 $, détruisent parfois des radars valant 1 million. Ou des drones bombardiers, Babi Yaga, à 25 000 $, qui mettent fin à la vie d'une douzaine de soldats ennemis. Ou des essaims de dizaines de drones faisant exploser des raffineries de pétrole russe, provoquant des pertes financières incalculables pour le Kremlin. Les chiffres varient, mais ils sont presque toujours en faveur de l'Ukraine. Le 15 juillet, par exemple, Magyar s'est de nouveau rendu sur Telegram pour partager la nouvelle selon laquelle des unités de drones ukrainiennes ont réussi à frapper pas moins de 20 navires russes naviguant sur la mer d'Azov. Les navires, membres présumés de la flotte fantôme russe utilisée par Moscou pour contourner les sanctions et exporter du pétrole et d'autres ressources dans le monde entier, comprenaient 17 pétroliers, 2 méthaniers et un remorqueur. Magyar a également partagé des preuves vidéo des navires touchés, avec un montage de séquences montrant des drones FPV fonçant sur leur cible. Il n'a pas précisé les drones utilisés. L'arsenal ukrainien étant aujourd'hui très diversifié, il est difficile d'identifier les unités lors de frappes précises. Mais beaucoup ne coûtent que quelques milliers à produire, parfois moins. Et ils sont continuellement utilisés contre des cibles qui coûtent nettement plus cher. À mesure que ces frappes augmentent, la situation se complique pour la Russie, car l'Ukraine cause des milliards de dollars de dégâts au total, avec du matériel simple et peu coûteux. C'est intenable pour le Kremlin, et c'est précisément l'objectif. Au cours de l'année écoulée, l'Ukraine a clairement compris que cette guerre ne se gagnera pas sur les lignes de front. Elle ne sera pas obtenue en affrontant directement la Russie, et en cherchant seulement à détruire un maximum de chars et de soldats. Le Kremlin ayant encore davantage de main-d'œuvre et de ressources en réserve, prête à prendre la place de ceux qui ont été éliminés. Cette guerre sera gagnée ou perdue sur le terrain financier. Si l'Ukraine parvient à rendre le conflit aussi coûteux que possible pour la Russie, le Kremlin pourrait finalement n'avoir d'autre choix que de retirer ses forces et de négocier un accord de paix. La façon la plus efficace d'y arriver n'est pas avec des missiles coûteux ou des blindés, c'est avec des drones. Il n'est donc pas surprenant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky vienne d'annoncer vouloir doubler les capacités de production de drones de l'Ukraine dans les 12 prochains mois. Lors des récentes célébrations de la journée de l'État ukrainien à Kiev, Zelensky a reconnu avoir été surpris par la rapidité avec laquelle le secteur de la défense de son pays a accru sa production. Je me souviens de ma première annonce publique sur le plan de l'État pour produire 1 million de drones par an. Le scepticisme était fort en Ukraine et à l'étranger. Nous produisons aujourd'hui 10 millions de drones par an. 10 millions. Et il y en aura 20 millions. Ce chiffre a aussi été évoqué par le vice-ministre de la Défense du pays, M. Slav Banik, qui a récemment affirmé à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN que l'industrie de défense ukrainienne peut déjà produire 20 millions de drones par an, si elle obtient assez de financement et le soutien de ses alliés occidentaux. Banik a ajouté que le secteur de la défense pourrait aussi produire des milliers de missiles pour les frappes à longue portée et la défense aérienne. Et a appelé les alliés à continuer d'investir dans le pays pour l'aider à réaliser ses ambitions. De nombreux pays ont répondu à l'appel. L'Allemagne, par exemple, a récemment annoncé un programme de financement de 90 millions d'euros, soit 103 millions de dollars, spécifiquement pour aider l'Ukraine à acquérir davantage de ces mêmes drones d'attaque Skyfall qui ont détruit l'hélicoptère Mi-8 en septembre 2025, et le Mi-28 il y a seulement quelques jours. Le programme couvre le coût de 50 000 de ces drones de combat FPV. Une véritable armée de drones, prête à faire pleuvoir l'enfer sur les cibles russes. Chacun pouvant éliminer des cibles comme des hélicoptères, véhicules blindés, artillerie, fortifications et du personnel ennemi.
Et les bonnes nouvelles sur la frappe ne s'arrêtent pas là. Plus tôt cette année, en mars, Skyfall a fait la une lorsque son Shrike 10 Fiber a remporté la compétition de domination des drones de l'armée américaine, atteignant un score presque parfait de 99,3 sur 100 possibles. Le test s'est déroulé à Fort Benning, dans l'état américain de Géorgie, avec des représentants de l'armée américaine évaluant la qualité et la performance de chaque système en conditions de combat simulées. Donc le Shrike n'est pas seulement incroyablement abordable, c'est aussi l'un des meilleurs drones militaires polyvalents existants aujourd'hui, ce qui lui a valu l'approbation de l'armée américaine. Et cela n'est qu'une partie de ce qui est vite devenu la meilleure armée de drones au monde. Une armée dotée d'innovations prestigieuses comme le drone d'attaque longue portée Lyoshi, l'intercepteur Wild Hornet Sting des bombardiers Baba Yaga, le Firepoint FP1, et même des drones de surface sans pilote pour des frappes sur des cibles navales, comme le Magyara V5 et V7. Il varie énormément en taille, en vitesse, en conception et en capacité. Tous offrent un rapport coût-efficacité exceptionnel. Peut-être est-ce cela, est la partie la plus importante de toutes, car c'est le prix bas de ces drones qui permet à l'Ukraine de les fabriquer si facilement et qui garantit que chaque frappe réussie vaut bien plus. L'Ukraine utilise aussi des engins sans pilote pour semer le chaos au Kremlin, pas seulement dans les airs et sur l'eau. Vous pouvez regarder cette vidéo pour voir comment l'armée de robots terrestres de Kiev, de plus en plus puissante, sème le chaos dans les zones mortelles du front. Imaginez vivre à Moscou, n'est-ce pas? Maintenant, les années où vous avez profité du luxe russe. Poutine a dit que vous seriez toujours en sécurité. Nul ne pourrait attaquer la capitale russe. Même après avoir lancé sa guerre insensée en Ukraine, Poutine vous a assuré que Moscou ne serait jamais touché. L'Ukraine ne pouvait tout simplement pas le faire. Comme les temps ont changé. L'Ukraine vient encore de frapper Moscou très fort. Poutine ne peut pas protéger sa capitale, alors que les drones volent, que les bombes tombent. Et les défenses aériennes censées être impénétrables ont plus de trous que du gruyère. Nous nous rendons dans la petite ville de Noginsk. Située à environ 50 km du Kremlin, cette ville semble sans particularité. Un peu ennuyeuse, mais à Noginsk se cache une installation pétrolière alimentant la capitale. Ce qui en fait une cible pour l'Ukraine. L'Ukraine a alors frappé cette cible en plein centre. Le 18 juillet, il a été annoncé que des drones ukrainiens avaient directement touché le dépôt pétrolier de Noginsk. La Russie n'a pas pu dissimuler la frappe. Le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, a confirmé que la principale région de Russie a été attaquée par des drones venus d'Ukraine. Cela va à l'encontre de la tactique habituelle de la Russie, qui fait comme si de rien n'était. Mais en voyant les images, vous comprendrez pourquoi. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et il y a énormément de fumée qui s'élève du dépôt de pétrole à Noginsk. Astra et Excelanova Plus, qui sont tous deux des bastions du journalisme indépendant en Russie, qui révèlent la réalité de ce qui se passe après les frappes de drones ukrainiens, ont partagé des vidéos et des photos de la scène. Le matin du 18 juillet, des témoins oculaires ont publié des images montrant un incendie et des explosions. Un analyste au Zint d'Astra a déterminé que l'installation en feu est le dépôt pétrolier de Noginsk, dans la région de Moscou, a déclaré Astra, en diffusant une vidéo d'un vaste panache de fumée s'échappant du dépôt, ainsi qu'une image géolocalisée montrant précisément ce que l'Ukraine a frappé. Excalibur Plus était un peu plus succinct. Le dépôt pétrolier de Noginsk brûle toujours, a déclaré le média, tout en partageant 3 vidéos montrant la fumée et les flammes léchant le ciel. Impossible de cacher ça aux habitants d'une petite ville. Tous ceux qui vivent à Noginsk auraient entendu le bourdonnement des drones, vu les défenses aériennes russes échouer, et peuvent sentir la chaleur des flammes s'ils osent s'approcher du dépôt pétrolier de la ville. Le Kremlin n'a pas hésité à faire connaître sa dernière victoire sur la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a publié une vidéo sur Facebook, montrant davantage d'images de fumée et des vidéos des drones utilisés par l'Ukraine. Aujourd'hui, nos frappes à longue portée ont porté sur 3 zones du territoire russe, sur nos terres temporairement occupées et en mer. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a rugi. Il nous a aussi donné un petit indice. L'Ukraine n'a pas frappé seulement Noginsk. Des opérateurs de drones ukrainiens ciblent rarement une seule cible à la fois. D'autres installations ont brûlé. L'une d'entre elles étant bien trop proche du Kremlin, pour le confort de Poutine et de ses sbires. Nous aborderons ces installations plus tard, mais le dépôt de pétrole de Noginsk était une cible clé pour plusieurs raisons. United 24 Media rapporte que Noginsk abrite 24 réservoirs de stockage de carburant, pour une capacité totale de 11 500 m3. Ce carburant, qui comprend du diesel, de l'essence et du kérosène, stocké en attendant la livraison à des commerçants et fournisseurs dans tout Moscou.
Donc vous l'avez deviné, l'Ukraine a réussi une nouvelle frappe, aggravant la crise du carburant en Russie. L'incendie à Loginsk laissera des véhicules dans tout Moscou avec le réservoir vide. Encore une fois, l'Ukraine montre au peuple de Poutine qu'il ne peut protéger la ville la plus importante de Russie. Poutine n'est pas non plus capable de protéger l'un des centres logistiques les plus importants de la Russie. Alors que le dépôt de Noginsk brûlait, l'Ukraine avait en vue un objectif sans doute encore plus important. Près de Moscou se trouve également l'entrepôt logistique Wildberries. Situé dans la ville d'Elektrostal, cet immense complexe, de 188 000 m², appartient à l'un des plus grands détaillants en ligne de Russie, qui gère une vaste place de marché en ligne, semblable à Amazon, mais à l'échelle de toute la Russie. Nous savons que Wildberries a des usages à la fois civils et militaires. Astra indique que le détaillant propose des outils de réglage de drones et du matériel militaire, et des produits grand public, vendus dans toute la Russie. Maintenant, c'est exactement comme le dépôt pétrolier de Noginsk, qui brûle après une frappe de drone ukrainien. La fumée émanant de l'entrepôt Wildberries est plus dense qu'à Noginsk, suggérant que l'Ukraine a détruit une grande partie de ce site dans l'oblast de Moscou. L'étendue des dégâts est actuellement évaluée. Euromiden Press rapporte que des estimations évaluent à 1,3 milliard de dollars les marchandises actuellement en feu chez Wildberries. Ce n'est pas un mauvais bilan pour des drones non portés qui coûtent une fraction de ce montant. Ces chiffres viennent aussi des canaux russes de suivi, selon Euromiden Press. Et l'évaluation de l'Ukraine pourrait montrer des pertes bien plus élevées. Nous savons que Berries vend du matériel militaire, mais pourquoi choisir ce site ? L'Ukraine a visé l'entrepôt Wildberries en partie en raison de son emplacement. Electrostyle n'est qu'à environ 60 km de Moscou. Une frappe dans cette ville rappelle que l'Ukraine veut montrer à la Russie que les défenses aériennes de Moscou échouent à protéger la ville. Il y a aussi une part de vengeance dans cette frappe. L'un des aspects les moins médiatisés de la campagne à longue portée de la Russie contre l'Ukraine est que la Russie a ciblé à plusieurs reprises des types similaires d'installations qui servent à la fois l'armée et la population ukrainienne. L'un des détaillants en ligne les plus importants d'Ukraine, Novopochka, a été la cible répétée de drones et de missiles russes depuis que Poutine a lancé sa guerre. L'un des plus grands opérateurs postaux et logistiques d'Ukraine, Novopochka, dispose d'entrepôts dans toute l'Ukraine. En octobre 2023, un missile russe a frappé le terminal Novopochka à Kurotych, qui se trouve dans l'oblast de Kharkiv. 6 employés sont morts. 17 autres personnes ont été blessées. Des centaines de colis ont été détruits par ce missile. Avançons jusqu'à la mi-2026, et la Russie semble avoir fait de Novopochka une cible régulière. Le 2 juillet, un drone russe de type Shahid a frappé l'un des centres de tri de la société à Zaporizhia. Le lendemain, d'autres drones russes ont visé un autre centre de tri, cette fois à Dnipro. Et les attaques continuent de se multiplier. Une frappe contre le terminal Novopochka à Kiev le 5 juillet. Une autre contre un terminal à Kryvyi peu après. La Russie a également frappé des agences Novopochka, comme elle l'a fait à Tcherniv début juillet et à Kremenchuk le 16 juillet. La Russie pense clairement que perturber la logistique civile est une stratégie de guerre légitime. Ce qui vaut pour l'oie russe cuite, vaut aussi pour le Jars ukrainien. L'incendie de l'entrepôt Wildberries prouve à Poutine que ses efforts pour paralyser l'une des plus grandes entreprises de livraison d'Ukraine peuvent se heurter à une riposte par le feu. Nous venons d'assister à l'échec total des défenses aériennes de Moscou face aux drones ukrainiens. Derrière ce problème, il y en a un autre. Ces défenses ont déjà échoué auparavant. Moscou est devenu une cible régulière pour l'Ukraine. Ces frappes récentes s'ajoutent à d'autres, montrant la vulnérabilité de la principale ville de Russie. En mai, l'Ukraine a mené l'une de ses plus importantes attaques de drones contre la Russie. Au cours d'une semaine d'attaques, ayant touché plusieurs cibles clés à Moscou, y compris la raffinerie qui fournit la majeure partie du carburant utilisé à Moscou. Un mois plus tard, cette raffinerie a de nouveau été touchée, avec des incendies si violents que les habitants de Moscou se sont plaints de pluies noires tombant sur leurs rues. C'est la nouvelle réalité pour les habitants de Moscou en 2026. Ils étaient supposés être les plus en sécurité de Russie. Ils n'étaient pas plus loin de l'Ukraine que les habitants de Sibérie ou d'autres régions reculées de Russie. Mais ils étaient à Moscou, le joyau de la couronne russe, entourés de couches de défense aérienne si épaisses qu'il n'aurait même pas dû être possible pour une mouche de les traverser. Poutine leur a dit qu'il serait en sécurité. Mais l'illusion s'est brisée, tout comme les raffineries, dépôts et entrepôts à Moscou qui brûlent après de nouvelles frappes directes de drones ukrainiens. Moscou n'est plus un havre de paix, c'est une cible. Pour comprendre l'importance, il faut examiner le mythe des défenses aériennes de Moscou.
en expliquant pourquoi toutes les tentatives de Poutine pour protéger Moscou échouent. Avant de poursuivre, c'est l'émission militaire. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous. Nous décryptons l'actualité ainsi chaque semaine. Les défenses aériennes de Moscou, que s'est-il passé ? Des millions de moscovites se demanderont cela, en voyant un nouveau rapport sur des installations clés en feu dans leur ville. Et le ton incrédule de cette question est tout à fait compréhensible. Car Moscou est censé être protégé par un système de défense aérienne à plusieurs couches, empêchant ce genre d'incident. Il y a même un nom pour ces couches de défense, l'anneau de fer. Moscou avait toujours été bien défendu, mais dès mai 2025. La Russie cherchait à étendre et à renforcer ses défenses aériennes, avec de nouvelles positions le long de la rocade centrale et de l'anneau de béton longeant cette route. Ces défenses se trouvaient à environ 50 km de Moscou, ironiquement à peu près à la même distance de la ville que les cibles frappées par l'Ukraine le 18 juillet. Un an plus tard, la Russie renforçait toujours l'anneau de fer. Cette fois-ci, avant le défilé du jour de la victoire, la Russie a refusé d'exposer son matériel militaire, craignant une frappe ukrainienne. Le Kiev Post a rapporté que des dizaines de tours de défense aérienne étaient érigées autour de la capitale russe. 43 au total, toutes construites durant les 12 derniers mois. Pour beaucoup, Moscou semble justement réputé pour sa capacité à se défendre contre toute menace aérienne. La réalité, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, est bien différente. Il y a eu des signes du désespoir de la défense aérienne russe autour de Moscou ces dernières semaines. Rapport après rapport, on apprend que la Russie retire activement des systèmes de défense aérienne du front pour protéger la capitale russe. C'est pas une démonstration de force. Cela montre la faiblesse des défenses aériennes russes contre les drones ukrainiens. La seule stratégie du Kremlin est celle employée sur le champ de bataille ukrainien. La quantité, plutôt que la qualité. Le 24 juin, le Kyiv Independent a rapporté que la Russie avait redéployé des défenses aériennes, à la fois à Moscou et sur le pont de Kertch qui mène à la Crimée, tous deux par crainte de l'intensification des frappes de drones ukrainiens. Cette affirmation venait de Zelensky lui-même, et des reportages ultérieurs lui ont rapidement donné raison. Le 15 juillet, le Kiev Post a rapporté que les défenses aériennes, auparavant situées sur certaines des bases arctiques les plus importantes de la Russie, notamment Rogatchevo et Severodvinsk, avaient mystérieusement disparu. Des systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 y étaient installés, dont plusieurs ont été transférés à Moscou. Quelques jours plus tard, le 19 juillet, Defense Express a révélé que la Russie avait également déplacé des S-300 et des S-400 depuis les chantiers navals Sevmash et Zvezdochka, le premier étant le seul chantier russe pouvant construire des sous-marins nucléaires. Tandis que le second est l'un des rares chantiers navals russes capables d'effectuer des réparations sur des navires de guerre russes à propulsion nucléaire. Au total, 28 lanceurs ont été déplacés. Certains ont été redéployés en Crimée et d'autres à Moscou. Ce que cela montre, c'est la peur. Beaucoup. La Russie traverse une crise de défense aérienne, les drones ukrainiens gagnant en puissance, et le Kremlin doit admettre que le pays est trop vaste pour être totalement protégé. Donc Moscou, ainsi que la Crimée, sont devenus une priorité. D'autres sites stratégiques doivent être affaiblis pour défendre la capitale que Vladimir Poutine avait promis de protéger de la guerre, qu'il a lui-même déclenchée. Mais aucune de ces actions n'a fonctionné. Pourquoi ? La Russie a quelques problèmes, tous révélés dans un rapport de Medusa du 19 juin. Le nombre de drones ukrainiens pose problème. En 2026, l'Ukraine n'envoie pas quelques dizaines de drones en Russie. Elle en envoie des centaines à chaque fois. Dans ce cas, la quantité compte beaucoup. Davantage de drones accentuent la pression sur la défense aérienne russe. Ces défenses pourraient abattre 100 drones, mais laisser passer 5 ou 6, atteignant leur cible. Medusa note aussi que la Russie n'a aucun système de détection de drones à ses frontières. En plus de l'absence d'un système centralisé pour partager les informations entre les régions à risque. En d'autres termes, l'Ukraine peut traverser les défenses frontalières de la Russie, et Moscou n'a aucune idée que les drones ukrainiens arrivent avant que les radars de défense aérienne installés autour de la ville ne les détectent. Toute réaction ensuite est paniquée, réactive. Moscou ne peut pas se préparer à l'avance, faute de données. Et enfin, il y a les défenses elles-mêmes. Nous avons parlé des S-300 et des S-400 plus tôt. Elles, ainsi que la plupart des systèmes de défense aérienne russes, sont conçus pour intercepter les missiles et les avions. Les drones sont différents. Ils sont plus petits et volent plus bas que les cibles prévues pour la plupart des défenses aériennes russes. Cela signifie que ces défenses ne peuvent soit pas suivre les drones ukrainiens, soit ne pas les atteindre une fois repérés. Les drones volant bas augmentent le risque de tir accidentel. Un missile de défense aérienne conçu pour frapper un avion à des dizaines de kilomètres a peu de chances d'atteindre une cible près du sol. Mais un missile visant un drone à seulement quelques kilomètres du sol, c'est une toute autre histoire. La version courte de tout cela, c'est que plus ne veut pas dire mieux pour la Russie.
lorsqu'elle doit faire face aux drones. Le renforcement de l'anneau de fer est sans importance. Cet anneau n'est pas fait pour contrer les drones envoyés par l'Ukraine. On constate lorsque ces drones frappent encore des cibles à quelques dizaines de kilomètres d'Ukraine. On a l'impression d'oublier quelque chose ici. Bien sûr. Rappelez-vous les propos de Zelensky sur les frappes récentes de l'Ukraine. Il a mentionné 3 cibles. Nous vous avons parlé de 2 d'entre elles. La 3e n'était pas à Moscou, ce qui nous montre à quel point la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine est devenue impressionnante. Elle peut frapper partout en Russie en une seule nuit, frappant la capitale et des cibles lointaines, lors d'attaques coordonnées avec expertise. Le 3e objectif ukrainien était dans le kraï de Stavropol. Le service de sécurité ukrainien a frappé 3 dépôts de pétrole, puis les forces armées ont attaqué une autre installation de carburant dans la région. Le kraï de Stavropol est loin de Moscou. C'est à près de 1300 km de la capitale russe, Ce qui nous montre encore une fois l'ampleur et la profondeur des attaques de drones ukrainiens. Dans cette région, des incendies ont été signalés à Viesniki et dans le nord de Stavropol. Comme évoqué, l'Ukraine vise les carburants russes, c'en est un nouvel exemple. Peu importe où vous vous trouvez en Russie, vous voyez l'essence et le diesel brûler au lieu d'être pompés dans le réservoir de votre véhicule. C'est une douleur qui revient en Russie, malgré la promesse de Poutine qu'elle ne reviendrait jamais. Avec cela, nous arrivons parfaitement au dernier point que nous aborderons dans cette vidéo. Poutine ne peut plus protéger la Russie, ni sa capitale, et Poutine le sait. Nous avons même vu un début d'aveu de la part du soi-disant grand protecteur de la Russie, que la Russie ne peut pas faire grand-chose pour empêcher l'Ukraine de frapper Moscou, ou toute autre région qu'elle souhaite viser. La décision de ne pas montrer d'équipement militaire au défilé du jour de la victoire de 2026 était un aveu. Aucune raison de retirer cet équipement, sauf que la Russie craignait les drones ukrainiens. Cette terreur révèle au peuple la vraie confiance du Kremlin dans les défenses aériennes de Moscou. Face à la crise du carburant en Russie, Poutine a dû admettre publiquement, fait rare, que peut-être, juste peut-être, les files d'attente dans les stations-service vides suggèrent que l'Ukraine réussit mieux que Poutine ne l'aurait pensé. Le dirigeant russe n'a jamais voulu l'admettre. Cet homme tente de dissimuler au maximum la réalité de la guerre qu'il a déclenchée à son peuple, surtout à Moscou. Mais les incendies, la fumée et les pompes qui se vident restent visibles. Poutine a perdu le contrôle, il le sait, et fait tout pour que le peuple russe ne s'en aperçoive pas. Mais ces gens voient les signes. Poutine ne peut plus persuader les Russes, à Moscou ou ailleurs, que cette guerre ne les concerne pas. Elle les concerne, ils le voient chaque jour, alors que davantage de drones ukrainiens volent au-dessus d'eux. L'Atlantic Council souligne les frappes ukrainiennes sur Saint-Pétersbourg en juin, synchronisées avec l'arrivée de milliers de personnes, dont beaucoup venus de l'étranger, en ville pour le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Ces frappes ont déclenché un débat en Russie sur l'efficacité des défenses aériennes du pays. Ces débats vont s'intensifier après de nouvelles frappes dans l'oblast de Moscou. Personne ne trouvera la réponse évidente sur les défenses aériennes russes. C'est non. Les défenses ne sont pas assez efficaces. Elles ne vont pas non plus s'améliorer. Peu importe combien de systèmes et radars Poutine retire du front. Mettez-vous à la place d'un moscovite en ce moment. Vous venez de voir les informations annonçant encore d'autres frappes ukrainiennes à seulement quelques kilomètres de votre ville. Vous savez qu'il y a une crise du carburant en Russie. Même Poutine l'a admis. En périphérie, vous pourriez voir la fumée s'élever du dépôt de pétrole ou de l'entrepôt frappé. Même si vous ne voyez rien, la notification que vous venez de recevoir sur votre compte Wildberries indiquant que votre livraison va être retardée de façon inattendue est un indice que quelque chose de grave se passe. Que penseriez-vous de Poutine alors ? Vous pourriez penser qu'il est temps que le dirigeant qui a promis de protéger votre ville et qui a échoué retire la Russie d'Ukraine. L'Ukraine veut que suffisamment de Russes ressentent cela pour que Poutine ne puisse plus les ignorer. Moscou étant désormais une cible, la contestation publique que cherche l'Ukraine pourrait anéantir les ambitions de Poutine plus vite que prévu. Après tout, Poutine et ses acolytes ne peuvent pas se vanter d'un succès majeur sur le terrain pour compenser les incendies à Moscou. Pendant des années, Vladimir Poutine a cru que l'armée ukrainienne ne serait jamais assez puissante pour véritablement défier son armée ou menacer son régime. Même lorsque les drones ukrainiens ont commencé à survoler les lignes de front et à pénétrer dans les régions russes, le président est resté convaincu qu'il était impossible pour son pays de perdre. La Russie serait toujours plus forte. Un plafond invisible limiterait toujours la puissance que l'Ukraine peut atteindre. Et cela ne suffirait jamais à infliger les dégâts graves et durables nécessaires pour gagner la guerre. Poutine avait tort, et l'Ukraine vient de le prouver. Elle a brisé et fracassé le plafond de puissance, accomplissant ce que beaucoup jugeaient impossible
et atteignant de nouveaux sommets de puissance et de performance sur le champ de bataille. Pour comprendre ce changement, il faut revenir au début de la campagne ukrainienne contre les infrastructures pétrolières et énergétiques russes. Kiev cible des sites comme les raffineries de pétrole et les oléoducs depuis plusieurs années maintenant, mais a sérieusement relevé la mise en 2025, au cours de laquelle 21 des 38 principales raffineries de Russie ont été visées, ce qui représente une augmentation de 48% des frappes réussies par rapport à l'année précédente. Tout au long de l'année 2025, il semblait qu'on parlait presque chaque semaine de nouveaux incendies, explosions ou attaques de drones dans les raffineries de pétrole russes. Cumulativement, ces attaques ont eu un impact considérable sur l'économie et le secteur énergétique du pays, avec une baisse spectaculaire de 40% de la capacité totale des raffineries au plus fort des frappes, entre août et octobre 2025. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont également commencé à attaquer plus régulièrement les usines de production militaire, provoquant des incendies et des explosions dans les lieux où la Russie fabrique ses drones, ses missiles et d'autres munitions. Cependant, bien que l'impact des attaques ait été important, les images et vidéos diffusées en ligne montrant de grandes explosions et des colonnes de fumée étaient très impressionnantes visuellement. La réalité, c'est que beaucoup de ces frappes n'étaient pas aussi efficaces qu'elles auraient dû l'être. Il y avait deux grandes raisons à cela. La première était la présence de défenses aériennes russes. Bien que l'efficacité des défenses du Kremlin ait été justement remise en question au fur et à mesure que la guerre a progressé, la Russie disposait encore de stocks assez importants d'équipements essentiels, comme le S-300, le S-400, plus moderne, le Tor M2, le Buk M3 et le Pantsir SM. Une fois que les commandants russes ont compris que l'Ukraine tentait d'attaquer leur infrastructure énergétique, ils ont repositionné bon nombre de ces équipements à des endroits clés, comme les raffineries et les terminaux pétroliers, afin d'abattre la plupart des drones et missiles envoyés par Kiev. Cela signifiait que même si certains drones ukrainiens atteignaient leur cible, beaucoup d'autres étaient perdus, limitant les dégâts infligés à l'adversaire. Le second, et sans doute le problème le plus important, était que les forces ukrainiennes devaient se contenter de drones relativement rudimentaires et assez compacts pour mener leurs frappes. Même les modèles les plus avancés ne transportaient que de petites ogives, ce qui signifiait que même s'ils contournaient les défenses russes et atteignaient leurs cibles, ils n'avaient pas assez de puissance pour vraiment mettre les raffineries hors service. À cause de cela, il y a eu de nombreux cas où des frappes de drones ont eu lieu et les installations ont été brièvement mises à l'arrêt. Mais elles ont rapidement été remises en service. Il y avait quand même des dégâts, et cela comptait quand même. Mais cela ne suffisait pas à provoquer la crise et l'effondrement attendu par les forces de Kiev. En 2026, cependant, tout a changé, parce que l'Ukraine a trouvé des solutions à ces deux problèmes. Tout d'abord, elle a commencé à détruire systématiquement les défenses aériennes russes. Les rapports montrent qu'entre juin 2025 et mars 2026, l'Ukraine a mené près de 500 attaques contre les infrastructures de défense aérienne ennemies et 433 autres contre les dispositifs d'interdiction d'accès et de déni aérien. Depuis lors, la tendance s'est poursuivie. 24 systèmes radars ont été neutralisés rien qu'en Crimée entre mars et mai de cette année. 25 systèmes de défense aérienne ont été détruits rien qu'en avril, y compris Tor, Buk, Ossa et Pantsir. Des dizaines et des dizaines des meilleurs systèmes russes, comme les S-400, ont également été éliminés. À mesure que l'Ukraine accentue ses attaques en territoire ennemi, les commandants du Kremlin disposent de ressources de plus en plus limitées. En conséquence, ils sont obligés de sélectionner les localités, les villes et les infrastructures qu'ils veulent protéger en priorité, laissant les autres complètement exposés. À la suite de l'attaque massive de drones sur Moscou, par exemple, la Russie aurait déplacé davantage de ses défenses S-300 et S-400 vers la capitale, affaiblissant d'autres régions au passage. Un opérateur de drones ukrainien, surnommé Churchill, a montré que la Russie perd le principe d'une défense aérienne multicouche à mesure que des systèmes sont détruits et de nouvelles zones aveugles apparaissent. En conséquence directe, il est désormais beaucoup plus facile pour l'Ukraine de trouver des couloirs dégagés à travers les territoires russes vers les endroits qu'elle souhaite cibler. Elle peut déployer des essaims de drones et des salves de missiles vers ces endroits sans avoir à s'inquiéter d'un risque élevé qu'ils soient abattus en chemin. Cela signifie également que les forces de Kiev peuvent se sentir plus confiantes pour déployer des armes plus grandes et plus lourdes contre ces mêmes cibles. Ce qui nous amène au deuxième grand changement en 2026, l'emploi de ogives plus grosses. Jusqu'alors, l'Ukraine utilisait principalement des ogives de plusieurs dizaines de kilogrammes. Selon Euromaidan, cela reste insuffisant pour traverser les blindages d'acier épais et les murs en béton des raffineries de pétrole et usines militaires. Et si les
drones étaient juste un peu hors cible. Ils pourraient avoir du mal à causer de vrais dégâts. En résumé, ils pouvaient endommager une cible précise, mais seulement avec une frappe directe. Rater de quelques pieds ou toucher l'autre côté d'un mur causait peu de dégâts. Les réparations étaient rapides. Tout au long de 2025, les analystes ukrainiens ont compris la nécessité de changer de stratégie. Ils utilisaient des ogives légères pour que leurs drones transportent plus de carburant et atteignent des cibles bien au-delà de la frontière russe. Mais cet avantage avait un prix. Les ogives étaient trop petites pour être vraiment puissantes. Heureusement, une solution toute prête est arrivée sous la forme du drone Firepoint FP2, affichant initialement une autonomie de vol maximale de 2,5 heures, une portée opérationnelle allant jusqu'à 200 km, soit 125 miles, et une ogive pesant jusqu'à 105 kg. Soit 230 livres. Ce système a changé la donne. Firepoint a depuis apporté des modifications qui permettent au FP2 de transporter jusqu'à 200 kg, soit 440 livres d'explosifs, sur des distances encore plus grandes allant jusqu'à 370 km, soit 230 miles. Ils sont plus chers mais bien plus efficaces que les drones plus simples utilisés auparavant par Kiev, comme le Lyoty. Et depuis leur arrivée sur le terrain, les drones FP2 ont servi lors de nombreuses frappes à moyenne et longue portée sur les infrastructures russes. Ils ont percé des trous dans les parois de certaines des installations les plus importantes des raffineries de pétrole, comme les unités de distillation primaire. Ils ont causé l'effondrement total de bâtiments dans des usines militaires. Et ils ont causé à la Russie des dégâts plus importants et des coûts bien plus élevés que les drones plus simples et petits précédents. Et ils ne sont pas les seuls. L'Ukraine a aussi commencé à utiliser d'autres munitions lourdes de frappe en profondeur, qui combinent une grande portée et de lourdes ogives. Le drone Behemoth, par exemple, c'est une bête des airs bien nommée qui possède non pas une, mais deux ogives distinctes, l'une pesant 40 kg, soit 88 livres, et l'autre pesant 35 kg, soit 77 livres. En tant que drone kamikaze, le Behemoth ne largue pas ses ogives. Au lieu de cela, une ogive à charge tandem explose à l'impact pour percer les défenses extérieures de la cible avant que la plus grande ogive thermobarique n'explose à l'intérieur quelques instants plus tard, provoquant des dégâts bien plus importants. Avec des drones comme celui-ci, l'Ukraine ne se contente plus d'endommager les murs extérieurs et les structures des usines et raffineries russes. Elle contourne leurs barrières et les détruit de l'intérieur. Cela fait une énorme différence sur le terrain. Des attaques qui auraient autrefois été considérées comme de simples nuisances ou désagréments pour la Russie deviennent désormais de véritables catastrophes. Des frappes qui autrefois n'auraient causé que des dégâts minimes, réparables en quelques jours, mettent désormais des installations hors service pendant des semaines, voire des mois entiers. La mauvaise nouvelle, du moins en ce qui concerne l'Ukraine, c'est que ces drones plus lourds ont une portée limitée. Le Behemoth, par exemple, ne peut parcourir que 300 km, soit 185 miles. Cela les place clairement dans la catégorie de portée moyenne. Mais que faire si l'Ukraine vise des cibles bien plus éloignées? Heureusement, elle a aussi une réponse à cela. Mais avant d'en arriver là, vous regardez les missions militaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Pendant plusieurs années, la seule façon pour l'Ukraine de frapper des cibles situées à des centaines de kilomètres à l'intérieur de la Russie était d'utiliser des drones longue portée. Elle ne disposait pas de missiles capables de couvrir d'aussi grandes distances. Elle ne possédait que de petits drones capables de transporter tout au plus quelques dizaines de livres d'explosifs. Beaucoup étaient abattus par les défenses russes, mais certains atteignaient parfois leur cible. Cependant, pour exactement les mêmes raisons évoquées précédemment, ils n'ont causé aucun dégât durable. Les analystes ukrainiens ont de nouveau identifié ce problème et travaillé à sa correction. Et pour résoudre un problème comme celui-ci, la réponse est assez simple. Il faut des armes capables de parcourir de plus grandes distances à une vitesse supérieure et de délivrer des charges bien plus importantes que les options existantes. En bref, il vous faut des missiles de croisière. Alors Firepoint, la même entreprise derrière le drone FP2, est l'un des plus grands acteurs du secteur de la défense en pleine expansion en Ukraine, a développé le missile de croisière FP5, également connu sous le nom de Flamingo. Grâce à son système de propulsion à réaction, ce missile qui coûte environ 500 000 $ l'unité offre une portée opérationnelle incroyable de 3000 km, soit 1900 miles. Il transporte une ogive de 1150 kg, soit 2540 livres. Il a été dévoilé en août 2025 et il a fallu un certain temps après cela pour que les développeurs de 5 Points perfectionnent le système de navigation inertielle autonome nécessaire pour permettre à ce missile de fonctionner comme prévu et d'atteindre ses cibles de manière fiable. Maintenant qu'ils ont réussi, toute la férocité du Flamingo a été déchaînée.
Et la Russie ne peut tout simplement pas y faire face. Le 27 juin, des rapports ont fait état de plusieurs missiles Flamingo lancés contre l'usine de missiles Titan Barricade dans la région de Volgograd, en Russie, située dans la partie sud du pays, à environ 500 km, 310 miles, des lignes de front. Des images montraient les silhouettes reconnaissables de 2 énormes missiles frappant l'usine, qui est responsable de l'assemblage de lanceurs mobiles pour missiles balistiques et systèmes d'artillerie. Et ceci n'était que le dernier d'une série de frappes réussies impliquant le missile Flamingo. Le 10 juin, par exemple, 5 missiles Flamingo ont été envoyés vers l'usine d'électronique de défense Vnir Progress à Tcheboksary, située dans l'ouest de la Russie, à 900 km, soit 560 miles, du front. 2 missiles ont réussi à passer, franchissant les protections anti-drones de l'usine et causant d'énormes dégâts explosifs à l'impact, ainsi que des dégâts dus à l'incendie par la suite. Du côté des bombes aussi, Kiev a fait de sérieux progrès. Dans le passé, elle devait compter sur une fourniture occidentale, qui n'était souvent disponible qu'en quantité limitée et assortie d'autres restrictions sur lesquelles l'Ukraine n'avait aucun contrôle. Cependant, maintenant, l'Ukraine a changé la donne en lançant la production en série de ses propres équipements. Des équipements comme la bombe planante Equalizer du développeur DG Industries peut parcourir des dizaines de miles depuis le largage. Ces bombes ont une puissance suffisante pour détruire des cibles russes comme des systèmes de défense aérienne, stations radars, dépôts de munitions, concentration de troupes, chars et d'autres véhicules blindés. L'Ukraine mène depuis des années des frappes à moyenne et longue portée. Mais la donne a complètement changé avec l'introduction de ces armes plus lourdes. Il ne se contente plus de harceler les moyens et les infrastructures russes, Kiev fait désormais exploser les cibles. Les récentes frappes nuisent et coûtent plus cher au Kremlin qu'auparavant. Comme l'indique Michael Bonnet, chercheur chez RAND en Californie, même pour un observateur occasionnel, les frappes ukrainiennes ont un impact de plus en plus important au fil du temps. Ce n'est pas qu'une question de puissance de feu, c'est aussi une question de portée étendue. Selon le dernier rapport, l'Ukraine dispose aujourd'hui de suffisamment de munitions pour cibler environ la moitié de la Russie et plus de 70% de toute sa population. La chaîne russe de surveillance, Radar à travers toute la Russie, a récemment signalé des alertes de raids aériens dans des régions très éloignées. Cela inclut 5 régions distinctes du district fédéral de la Volga, située au sud-est de Moscou. La région d'Astrakhan, qui se trouve à environ 900 km, soit 560 miles, de l'Ukraine. Et certaines parties de la région du Caucase du Nord, certaines zones de cette région situées jusqu'à 1200 km ou 750 miles de l'Ukraine. Dans le centre de la Russie, des alertes ont retenti à Moscou, qui se trouve à environ 400 à 500 km, 250 à 310 miles de l'Ukraine, Vladimir, qui se trouve à 450 km ou 280 miles de l'Ukraine, Tambov, qui se trouve à 350 km ou 220 miles de l'Ukraine, et Lipetsk, qui se trouve à environ 300 km, soit 186 miles, de la frontière ukrainienne. Le 1er juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même annoncé que les forces de son pays avaient frappé une raffinerie de pétrole à Oufa, à plus de 1300 km, soit plus de 800 miles, de la ligne de front. C'était la 2e fois que cet endroit était frappé. Une installation militaire dans la région de Penz a également été frappée, située à environ 600 km, soit 370 miles, du front. Cela marque un changement majeur par rapport aux premières phases du conflit. En 2024, par exemple, seules les régions russes proches de la frontière devaient craindre des attaques ukrainiennes. Une grande partie des moyens de l'Ukraine étaient aussi utilisés contre des moyens ennemis dans les territoires occupés. Aujourd'hui, presque aucun lieu en Russie ne paraît vraiment sûr. Des régions occidentales jusqu'aux confins de la Sibérie, le son des sirènes d'alerte aérienne fait de plus en plus partie du quotidien, alors que l'Ukraine fait entrer la guerre dans le quotidien de la population russe. Et ces sirènes ne sont pas de simples désagréments. Souvent, lorsqu'une alerte retentit, des villes et cités entières doivent s'arrêter. Les aéroports et les transports publics suspendent leurs opérations. On demande aux gens de rester chez eux ou de se réfugier sous terre. Cela a un effet, et même si l'Ukraine n'imite pas la stratégie russe en ciblant les habitations civiles et les infrastructures, le peuple russe voit tout de même sa vie impactée par la guerre de manière de plus en plus effrayante et difficile. Cela les pousse alors à chercher un responsable, et beaucoup accusent un seul homme, Vladimir Poutine lui-même. Par conséquent, la popularité de Poutine a chuté en flèche. Même dans les sondages officiels menés par le Kremlin, de plus en plus de Russes expriment des doutes sur la capacité de leur président à diriger le pays.
Et il est probable que la situation s'aggrave encore pour Poutine et son entourage dans les semaines et les mois à venir, car l'arsenal de l'Ukraine ne fera que se renforcer à partir de maintenant. En effet, des rapports récents suggèrent également que l'Ukraine aurait tiré son tout premier missile balistique à longue portée produit localement. Cette information est basée sur les données du ministère russe de la Défense lui-même. Dans un rapport récent, le ministère de la Défense du Kremlin a déclaré qu'en 24 heures, ses défenses aériennes avaient intercepté plus de 600 drones et 7 bombes aériennes, et ce qu'il a appelé un missile opérationnel tactique à longue portée. Moscou n'a donné aucun détail supplémentaire sur le type de missile en question, et l'Ukraine n'a fait aucune déclaration officielle à ce sujet pour le moment. Cependant, nous savons que Firepoint travaille sur son missile balistique FP-FP9 et a récemment confirmé qu'il approchait de la phase d'essai en vol. Le chef de la conception, Denis Stilleman, a déclaré que les essais débuteraient en été ou au début de l'automne. Il est possible que ces essais aient déjà commencé et que le FP-FP9 ait été tiré contre une ou plusieurs cibles russes. Si c'est le cas, cela représenterait un autre ajout énorme à l'arsenal de Kiev. Le FP-FP9 a été conçu dans l'intention expresse de détruire des cibles situées au cœur des régions russes. Il affiche une portée opérationnelle estimée à 855 km, soit 530 miles, peut atteindre des vitesses remarquables, allant jusqu'à 2200 mètres par seconde, soit 7220 pieds par seconde, et transporte une ogive massive pesant jusqu'à 800 kg, soit 1760 livres. Le secteur de la défense de Kiev a produit des drones parmi les meilleurs au monde et de puissants missiles de croisière. Un missile balistique est la dernière pièce du puzzle. Et si le FP-FP9 est déjà opérationnel, il est difficile d'estimer les dégâts que l'Ukraine pourrait infliger, selon Bloomberg. Si cela est confirmé, le tir d'un missile balistique représenterait une avancée majeure pour Kiev dans le développement local de capacités de frappe longue portée au-delà des drones et des missiles de croisière. Même si ces rapports sont faux et que le FP-FP9 n'est pas encore prêt à être déployé, ce n'est qu'une question de temps avant que ce missile ne détruise d'importantes infrastructures russes. Combiné à des drones lourds, de nouvelles bombes planantes et des missiles de croisière Flamingo, l'Ukraine est plus armée que jamais dans son histoire. Ce qui pose à la Russie une série de problèmes qu'elle ne peut résoudre. Pauvre Vladimir Poutine, en plein délire. 2026 était censé être la grande année de la Russie. C'était celle-là. Donetsk allait tomber, et la Russie s'emparerait du Donbass. L'Ukraine s'effondrerait dans le sud. Toutes les cartes à jouer seraient entre les mains de Poutine. Et quelques autres encore qu'il avait cachées dans sa manche. C'était le récit. Mais l'Ukraine a démasqué les récits que le dirigeant russe se racontait à lui-même et au monde. Ce que nous avons réellement vu en 2026, c'est l'Ukraine enchaîner les victoires éclatantes. Et maintenant il y en a une autre. La ligne de front de la Russie a été déchirée, alors que l'Ukraine a créé une brèche de 25 km de profondeur. Ce qui a conduit à la reconquête de 120 km² de territoire. La Russie est choquée. L'offensive d'été échoue. Nous sommes arrivés au moment de vérité pour un dirigeant russe qui ne sait plus quoi faire. Alexandrivka est le site du grand échec de Poutine. Dans son évaluation de la campagne offensive russe du 13 juillet, l'Institute for the Study of War, ou ISW, a révélé que les forces ukrainiennes ont signalé la libération de 6 localités et de 120 km² le long de cet axe particulier de la guerre. La libération a eu lieu sur une période non précisée, souligne ISW. Cela faisait partie des contre-attaques ukrainiennes, appuyées par des drones à moyenne portée, qui ont frappé l'arrière des forces russes. Ces drones perturbent la logistique et fragilisent le front. Les troupes ukrainiennes lancent l'assaut, attaquant des poches isolées de soldats russes, les repoussant là d'où ils viennent. Dans ce cas, d'où ils viennent se trouve à 25 km de leur point de départ. Cela fait beaucoup de territoire à envahir de nouveau, quand votre armée avance à la vitesse d'un escargot aspergé de sel. Parmi les localités que l'Ukraine a libérées lors de cette vaste offensive figurent Vorona, Tanova, Malivka, Jijneva, Zaporizhia et Novoïrivka. Toutes se trouvent au sud-est d'Alexandrovka, comme le souligne l'ISW. Il précise que nous assistons ici à la suite d'une campagne entamée durant l'hiver 2026. À cette époque, l'Ukraine avançait dans les régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk, ce qui a abouti à la libération de 480 km² de territoire. En ajoutant ces 120 km² supplémentaires, cela porte le total à 600 km² depuis le début de l'année. Et ce chiffre à lui seul résume la situation de la Russie en 2026. Mais nous y reviendrons. À propos d'Alexandrovka, nous avons plus de détails sur la manière dont l'Ukraine a réussi cette avancée remarquable. Nous avons expliqué les bases, drones à l'arrière, groupe d'assaut au sol.
Mais c'est pas tout. L'Ukraine a lancé des dizaines de groupes d'assaut, tous venant de la direction de Velikomy-Velikomoukhaïlivka, en même temps contre les forces russes d'Alexandrovka, rapporte le compte X de Army Media. Ces groupes d'assaut ont bénéficié d'un soutien aérien continu, probablement avec des drones FPV. Et ils ont procédé à un ratissage systématique du territoire que l'Ukraine a libéré, détruisant l'infanterie au sol et les opérateurs de drones russes qui auraient autrement tenté d'arrêter des groupes d'assaut ukrainiens. À la fin de cette attaque extrêmement bien coordonnée, la 120e division d'infanterie de marine russe, principale force de défense dans les villages libérés par l'Ukraine, avait subi des pertes critiques. Bien qu'elle n'ait pas été totalement détruite, cette division est devenue pratiquement inutile et a dû se retirer. Les drones d'attaque de moyenne portée ont aussi parfaitement rempli leur rôle. Ils ont ciblé Temerivka, village transformé par la Russie en centre logistique clé du sud occupé. Frappé et placé sous contrôle de tirs ukrainiens, ce centre a été neutralisé. Et pour empirer les choses, l'Ukraine a aussi détruit un point de rassemblement du personnel, utilisé par le 656e régiment de fusiliers motorisés russes dans ce village. Une grande partie de ce travail semble avoir été réalisée par le 425e régiment d'assaut, séparé de l'Ukraine, souvent appelé Skolaya. Le résultat est simple. 6 localités reprises, 120 km² libérés, et une percée de 25 km de profondeur, dans une zone vitale de la ligne de front. Mais il y a un rebondissement dans cette histoire. Selon l'ISW, le 425e régiment a fait quelque chose d'intéressant. Toutes ces informations proviennent d'une annonce publiée sur les réseaux sociaux par ce régiment. Cependant, cette annonce a depuis disparu, et le régiment n'a donné aucune raison officielle. Un mystère donc. Il paraît peu probable que le régiment mente sur ses avancées. Cela correspond davantage à la propagande russe. Peut-être qu'un ordre est venu du haut commandement ukrainien pour garder le silence sur la brèche de 25 km créée par le 425e régiment d'assaut séparé. Est-ce qu'autre chose est aussi prévu? Nous le saurons peut-être très bientôt. Quoi qu'il en soit, l'information circule maintenant, et elle est relayée par plusieurs sources. La boîte de Pandore a été ouverte. Pour Poutine, cette nouvelle confirme ce qu'il sait depuis que l'Ukraine a commencé à riposter au début de la guerre. 2026 ne se déroule pas comme prévu pour la Russie, et c'est le dire gentiment. 2026 est surtout devenu une démonstration catastrophique de la faiblesse de la Russie sur le champ de bataille, et de ses échecs stratégiques, qui ont abouti à un imbroglio de faux rapports d'avancée et de tentatives désespérées de convaincre la communauté internationale que la Russie va s'emparer de territoires, alors qu'en réalité la situation est au point mort depuis des mois, ou à reculer. Ceci n'est qu'un désastre de plus, à ajouter à un tas de fiascos déjà en flammes, en 2026, alors que la Russie accumule les revers les uns après les autres. Ce que nous pouvons voir dans le rapport retiré par l'Ukraine, c'est une confirmation plus directe du territoire libéré et de l'endroit où cela s'est produit, soutenant l'affirmation du 12 juin du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, selon laquelle l'Ukraine avait libéré 600 km² à ce stade-là. Les chiffres concordent certainement, comme nous l'avons mentionné précédemment. 120 km² à Alexandrovka s'ajoutent aux 480 km² à Dnipropetrovsk et à Zaporizhia pour faire un total parfait de 600 km². Poutine s'inquiétera de ce chiffre. Mais il fera une crise en voyant ce que l'offensive du printemps et de l'été, censée vaincre l'Ukraine, a réellement apporté au Kremlin. C'est pas bon. Depuis mars, lorsque l'offensive a réellement débuté, la Russie a connu des périodes quasi à l'arrêt et, fait choquant, parfois, l'Ukraine a libéré plus de territoires que la Russie n'en a revendiqué. L'ISW fournit des chiffres basés sur la quantité de territoires dont la capture par la Russie est confirmée, plutôt que sur les territoires où la Russie a discrètement envoyé des infiltrés et revendiqué une victoire non acquise. En mars, la Russie n'a gagné que 23,04 km². Pour une armée d'invasion de la taille et de la supposée puissance de la Russie, c'est un chiffre absolument pathétique. Surtout après toute la fanfaronnade du Kremlin sur la chute inévitable de Donetsk. Ce qui était pathétique devint encore plus humiliant lorsque, durant avril et mai, l'Ukraine libéra plus de territoires que la Russie n'en captura. En avril, la Russie s'est retrouvée dans le rouge à hauteur de 116,01 km², selon l'ISW. Le mois de mai a été encore pire. La Russie a subi une perte nette de territoire plus de 2 fois supérieure, terminant le mois avec 281,1 km² de moins. En juin, la Russie a légèrement corrigé sa trajectoire, en s'emparant de 30,02 km². Donc, bravo, on va dire. La Russie a réussi à redevenir pathétique, notamment lorsque les gains territoriaux de juin représentaient moins d'un dixième de ceux obtenus par la Russie en janvier.
même si l'offensive d'été qui était censée tout terminer bat maintenant son plein. Tout cela signifie essentiellement que l'Ukraine a réussi à tenir l'armée russe en échec. Les 600 km² que l'Ukraine a libérés ont joué un rôle énorme en mettant la Russie dans une position où ses gains pour tout le premier semestre de 2026 ne s'élèvent qu'à 97,22 km². Et il s'agit censément de la campagne d'été qui doit paralyser Donetsk, où la Russie doit encore conquérir bien plus de 5000 km². L'année 2026 a été un désastre pour la Russie. Et pas seulement en termes de pertes, de 120 km² à Alexandrovka et des chiffres que fournit l'ISW. Bien d'autres éléments montrent à quel point cette année a été désastreuse pour la Russie. Avant d'aller plus loin, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si la chaîne vous semble instructive, abonnez-vous. Nous publions chaque jour des vidéos montrant la réalité de la guerre en Ukraine, que Poutine veut cacher. Restons un instant sur Donetsk. N'oubliez pas, cette région doit être prise lors de l'offensive du printemps et de l'été. Vous pourriez penser que les avancées ukrainiennes ailleurs laissent à la Russie une chance d'atteindre ses objectifs à Donetsk d'ici la fin de l'année. Ce ne sera pas le cas, loin de là. Al Jazeera souligne que Poutine a dû fixer une nouvelle date pour la prise de Donetsk. Il l'a déjà fait auparavant, 14 autres fois. La nouvelle date limite devrait être la bonne. Donetsk devrait tomber avant fin décembre. Cela n'arrivera pas, à moins qu'il ne se produise quelque chose de miraculeux en faveur de l'armée russe. Au rythme actuel de sa progression, le média rapporte qu'il faudrait 5150 jours à la Russie pour finalement s'emparer de Donetsk. Cela représente environ 14 ans, plus ou moins. Donc, le 31 décembre est exclu, à moins que Poutine n'ait voulu ajouter 2040 à sa dernière échéance. Le fait que l'Ukraine perce des brèches dans les lignes de front russes n'accélérera rien, même si ces brèches se trouvent à des centaines de kilomètres de Donetsk. Il en est de même pour la Russie en mer Noire. On se concentre facilement sur terre, en évoquant un territoire volé ou libéré. Mais l'eau est souvent tout aussi importante, et la mer Noire devait être essentielle au plan de la Russie. Une barrière entre l'Ukraine et la Crimée, et une voie permettant à la Russie de transporter troupes et matériel, et d'attaquer l'Ukraine. La mer Noire est devenue un enfer pour les navires russes. Tous ceux qui osent s'aventurer en mer risquent de voir arriver des drones et des missiles ukrainiens, pour leur réserver un accueil explosif. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est même allé jusqu'à déclarer que la Russie avait perdu la mer Noire début juillet. Il est difficile de lui donner tort. L'Ukraine n'a peut-être pas de navires de guerre en mer. Mais ses drones aériens et maritimes sont tout aussi efficaces. La Russie a pratiquement retiré ses navires de guerre. Maintenant que l'Ukraine se concentre sur la mer d'Azov, où elle détruit chaque jour des dizaines de navires de la flotte fantôme russe, Poutine pourrait bientôt risquer de perdre les 2 mers que la Russie est censée contrôler. Mauvaise nouvelle pour la Crimée occupée. Si la Russie ne contrôle pas les eaux qui entourent cette péninsule, elle ne peut donc pas faire grand chose non plus contre les frappes ukrainiennes la visant. Si vous pensez que libérer 120 km² dans un trou de 25 km de profondeur à Alexandrovka est impressionnant, cela n'est rien face aux dégâts infligés à l'invasion de Poutine et à son statut de président russe. Si la stratégie de l'Ukraine visant à isoler la Crimée conduit les occupants à abandonner la péninsule, la situation dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui est tragiquement embarrassante. La Russie en est à la 5e année d'une guerre prévue pour 3 jours. Quand la Russie a envahi, l'Ukraine devait s'effondrer. Poutine semblait vraiment croire que les chars et véhicules blindés russes allaient entrer dans Kiev et forcer une reddition sans presque aucune perte. C'était en février 2022. Et la Russie a été forcée de revoir, puis revoir encore son objectif en Ukraine. Maintenant, il suffit que le Donbass tombe. Poutine proclamerait alors la victoire. Mais tous ces délais, et les 14 ans nécessaires pour Donetsk, ne rendent même pas cette version d'une victoire probable. Et bien sûr, la Russie perd du terrain ailleurs. Nous venons d'évoquer les pertes. Aussi désastreuses que l'année 2026 a été sur le plan territorial, les véritables dégâts ont été subis par les soldats que Poutine envoie au front. Le nombre de victimes augmente chaque mois. La Russie a perdu entre 30 000 et 34 000 soldats chaque mois entre janvier et mai de cette année. Elle a dépassé 1,4 million de pertes au total en juin, qui a également été un mois record au cours duquel la Russie a subi 39 460 pertes, soit 1298 pertes pour chaque kilomètre carré gagné durant le mois. Ce n'est pas seulement insoutenable, c'est absurde. La Russie doit maintenant faire face à un nombre de pertes par kilomètre carré 19 fois supérieur à celui de juin 2025. La durabilité reste un autre problème majeur pour la Russie. Dans son rapport du 14 juillet,
L'ISW a noté que la Russie avait réussi à recruter 195 000 soldats sous contrat au début du mois de juillet 2026. Cela semble beaucoup, et ça l'est. Mais ce n'est pas autant que ce que la Russie souhaite. Elle devrait en être à 204 500 à l'heure actuelle, étant donné son objectif de 409 000 recrues, au total, d'ici là, fin de 2026. Et cet objectif a été fixé avant qu'il ne devienne évident à quel point l'Ukraine allait malmener l'armée russe cette année. La Russie recrute désormais en moyenne 1090 soldats par jour, alors que ses pertes quotidiennes dépassent souvent ce chiffre de plusieurs centaines. Catastrophique. C'est le seul mot qui décrit vraiment l'année 2026 de la Russie jusqu'à présent. Mais revenons à l'Ukraine qui libère du territoire, à Alexandrovka et ailleurs. La grande question qui suit est de savoir ce qui va se passer ensuite. Et certains pourraient penser que ce que nous avons vu faire l'Ukraine prépare le terrain pour une contre-attaque beaucoup plus importante dans les mois à venir. C'est possible, mais peu probable. Ce que nous voyons à Alexandrovka est en réalité ce contre quoi Zelensky avait mis en garde en janvier. Nous mènerons une opération défensive stratégique, mais savons que la victoire ne se gagne pas seulement par la défense. Nous mènerons donc des opérations offensives pour garder l'initiative opérationnelle. Zelensky a déclaré, en discutant des plans de l'Ukraine pour l'année. C'était un commentaire vague qui est facilement passé inaperçu pour la plupart, mais ce que nous avons vu en 2026 jusqu'à présent, c'est que cette approche a été appliquée à la perfection. Lorsque l'Ukraine a trouvé ou créé des faiblesses dans le front russe, elle a frappé fort. C'est ce qui s'est passé à Alexandrovka. Des drones de frappe à moyenne portée ont créé des brèches, et des assauts coordonnés ont permis à l'Ukraine de les combler et de se fortifier. C'est une stratégie qui fonctionne bien, mais pas assez pour paralyser toute une ligne de front qui s'étend sur environ 1200 km. Si l'Ukraine ne prépare pas de contre-offensive majeure, pourquoi Alexandrovka est-elle si importante ? La réponse tire à la manière dont Poutine voulait utiliser ce territoire et se perdu à Zaporijia et Dnipropetrovsk. La Russie voulait utiliser ces terres comme zone tampon pour empêcher l'Ukraine d'envoyer troupes et ravitaillements à Donetsk. Mais cette zone tampon est brisée. Le résultat, c'est tout ce que nous avons indiqué sur l'échec total de l'offensive de printemps et d'été de la Russie. Les pertes énormes de la Russie et le rythme d'avancée dérisoire, si lent que la Russie aura besoin de plus d'une décennie pour prendre Donetsk. Tout cela remonte au fait que l'Ukraine a percé des trous très précis dans la ligne de front plus au sud. On constate que l'Ukraine réussit, car les propagandistes russes sont très présents. Le 14 juillet, à peu près au moment où la percée d'Alexandrovka a été révélée, l'agence de presse russe TASS a rapporté les propos d'un soi-disant expert militaire, nommé Andrei Morosko. En évoquant les efforts ukrainiens pour libérer du territoire à Konstantinivka, qui se trouve dans la région de Donetsk, a affirmé Morosko. Par conséquent, la phase active des hostilités ici dure depuis très longtemps. Toutes les tentatives du commandement ukrainien ayant échoué. De plus, le commandement ukrainien continue de subir des pertes injustifiées, ne montrant aucun égard pour son personnel, les jetant sous le feu ennemi. Nous ne savons pas comment réagir. Remplacez le mot ukrainien par russe dans cette citation, et vous aurez peut-être la description parfaite de ce que la Russie fait depuis plus de 4 ans. Morosko a aussi l'audace d'affirmer que l'Ukraine ne connaîtra aucun succès si elle tente de contre-attaquer à Konstantinivka. L'Ukraine a démontré l'efficacité de ses contre-attaques. Si une riposte débute, c'est que l'Ukraine a repéré une faille et que la Russie est vulnérable. La victoire écrasante de l'Ukraine à Alexandrovka révèle ce que tous ceux qui observent les échecs de la Russie savent déjà. Le moment de vérité est arrivé pour Poutine. Il ne le sait peut-être pas encore. Il est peut-être même tellement dans le déni de ce fait qu'il fera simplement comme si le moment était venu. Rien ne change le fait que nous avons assisté à un renversement total de la dynamique en Ukraine. La Russie a dépassé le point de non-retour sur le plan stratégique. Perdre quelques centaines de kilomètres carrés signifie-t-il l'effondrement de la Russie ? Non. Mais cela signifie que l'Ukraine a trouvé la formule d'usure qui fera de plus en plus mal à la Russie chaque jour de combat. Une astuce utilisée par les Russes à l'offensive. Élimine ceux qui sont en position plus faible sur le front. Et il recommence. Et il laisse la Russie s'épuiser. Vladimir Poutine fait maintenant face à une Ukraine plus forte que jamais. Avec un soutien accru des membres européens de l'OTAN, malgré les tentatives de division de Vladimir Poutine. L'OTAN, y compris les États-Unis, paraît désormais unie contre Vladimir Poutine. Et, au-delà des pertes sur le front, presque partout en Russie. Est vulnérable aux frappes en profondeur ukrainiennes. Voilà ce que nous appelons un changement de dynamique. Alexandrovka, aussi impressionnante soit-elle, illustre un problème bien plus large pour Poutine. Peu importe comment la guerre se termine, Poutine a déjà perdu. Seule la capitulation totale de l'Ukraine pourra désormais être vue comme une victoire. Ce serait une victoire à la Pyrrhus, révélant la Russie comme un petit joueur,
alors qu'elle semblait jadis un titan. Vladimir Poutine n'avait qu'à rester inactif pour préserver cette image de la Russie. Mais il a envahi et l'Ukraine lui a fait payer. Les 24 heures précédant la matinée du 13 juillet entreront dans l'infamie. L'Ukraine a connu sa plus grande nuit de la guerre. Pourtant, alors qu'elle battait des records avec un essaim de drones submergeant la Russie, c'était une nuit incroyable pour l'Ukraine. Plus de 1700 cibles russes ont été détruites. Les drones ukrainiens confirment encore la défaillance du réseau de défense aérienne russe. La Russie n'a jamais perdu autant, en seulement 24 heures. Auparavant, et d'une manière ou d'une autre, ça empire pour Poutine. Ce n'était pas un point culminant, c'était l'Ukraine qui envoyait un message. Ces frappes vont devenir de plus en plus puissantes et efficaces au fil des mois. En commençant par le chiffre principal, United 24 Media rapporte que les forces des systèmes sans pilote de l'Ukraine, ou SBS, ont réussi à frapper 1725 cibles russes en 24 heures, jusqu'au matin du 13 juillet. La plupart de ces cibles ayant été touchées lors d'une série dévastatrice d'attaques nocturnes. Cette mise à jour provient du commandant des forces de systèmes sans pilote ukrainiennes, l'exubérant Robert Brovdi, dans un message Telegram qui fournit certains des détails clés. Au-delà du nombre record de frappes, le SBS a causé 418 pertes russes en 24 heures. Et le 13 juillet s'est inscrit dans un mois où le SBS est devenu l'une des unités militaires les plus efficaces dont dispose l'Ukraine. Jusqu'à présent, en juillet, 4181 pertes russes peuvent être attribuées aux drones du SBS. Le même groupe a également réussi à frapper 19 759 cibles russes en 13 jours. Ce qui nous donne une moyenne quotidienne de près de 1520. Si l'on retire les 1725 cibles que l'Ukraine a frappées le 13 juillet, cette moyenne descend à 1502. Cela nous montre à quel point la journée record du SBS du 13 juillet était vraiment remarquable. Plus de 200 cibles de plus que la moyenne, ce qui a fait comprendre à la Russie qu'elle devait avoir peur. Les opérateurs de drones ukrainiens ne ralentissent pas. Ils intensifient leurs attaques, et la Russie ne peut rien y faire. Nous n'allons pas prétendre pouvoir vous donner le compte-rendu des 1725 cibles que l'Ukraine a frappées les 12 et 13 juillet. La vidéo durerait des jours si on essayait. Et d'ailleurs, Brovdi n'a donné aucun autre détail à part le chiffre. On peut raisonnablement supposer qu'une grande partie de l'arrière russe a été visée. Alors que l'Ukraine poursuit une campagne d'asphyxie logistique qui détruit les camions de carburant et de ravitaillement russes à un rythme alarmant. En plus de neutraliser les postes de commandement, défense aérienne et rassemblement de troupes à l'arrière. Nous allons plutôt vous présenter quelques temps forts de la nuit. Et tous ces moments forts proviennent d'une série de frappes menées par le service de sécurité d'Ukraine, ou SBU, qui se coordonne avec le SBS pour éliminer des cibles de grande valeur dans les territoires occupés. Commençons par les navires. Selon United 24 Media, les drones ukrainiens ont détruit une paire de patrouilleurs russes du projet 12150 Manguste pendant ces 24 heures records. Ces patrouilleurs ne sont pas les navires les plus impressionnants de la flotte russe de la mer Noire, mais la plupart des bâtiments plus puissants ont été détruits ou se cachent loin des drones ukrainiens. Néanmoins, les sources russes affirment que ces patrouilleurs existent pour aider la Russie à protéger les régions côtières, et qu'ils sont équipés de canons de 12,7 ou 14,5 mm, qui pourraient être utilisés pour abattre des drones ou attaquer des navires maritimes sans équipage. Ce que nous voyons ici, c'est la poursuite par l'Ukraine de l'érosion progressive d'une flotte de la mer Noire, qui est pratiquement devenue un facteur négligeable dans la guerre. En plus des patrouilleurs, le SBU et le SBS ont également ciblé plusieurs des ferries que la Russie utilise pour transporter des fournitures et du matériel vers la Crimée occupée. Dans le détroit de Kertch, les drones ukrainiens ont coulé le Maria et le Yezik. L'Ukraine a également ciblé le port Kavkaz, où elle a frappé les ferries Panagia et Levrenti, probablement alors qu'ils étaient à quai, peut-être en attente de chargement. Ne vous fiez pas au terme ferry. Même si ce terme évoque des navires civils, ils ne le sont pas. La Russie a réquisitionné tous les navires disponibles pour maintenir sa logistique en mer Noire et en mer d'Azov. En attaquant ces navires, l'Ukraine paralyse le réseau logistique maritime russe. Cette semaine, cela semble devenu une priorité pour l'Ukraine. Le 13 juillet, l'Ukraine a poursuivi une campagne qui a semé la panique en mer d'Azov, au cours des 8 jours précédents et incluant le 13 juillet. L'Ukraine a frappé 105 navires de la flotte fantôme de la Russie dans cette mer. Ces ferries sont des navires de la flotte fantôme, utilisés par la Russie pour transporter des fournitures.
La même source ajoute que les drones ukrainiens ont frappé 7 pétroliers et quelques autres cargos. Un ferry et des remorqueurs à leur bilan du 13 juillet. Pour un total de 15 navires touchés. C'est une campagne en cours qui vise à rendre la mer d'Azov, Le détroit de Kertch et toute autre voie navigable utilisée par la Russie pour faire vivre la Crimée occupée, totalement intenable. Et ça fonctionne. L'Ukraine lance tellement de drones sur la mer d'Azov qu'elle touche un navire toutes les 112 minutes, déclare Brovdi. La Russie a été forcée de réagir. Elle essaie encore d'utiliser la mer d'Azov à des fins logistiques, comme le prouve le fait que des navires y sont coulés. Elle a été forcée de fermer le canal Donazov, qui relie le fleuve Don à la mer d'Azov. Cette fermeture a débuté le soir du 10 juillet. Et c'est un cauchemar pour la Russie. Les navires transportant les céréales que la Russie exporte vers d'autres pays ne peuvent pas naviguer. Cela signifie aussi que le détroit de Kertch, près de la Crimée, est fermé. Ce détroit relie la mer d'Azov à la mer Noire, donc les frappes de drones ukrainiens dans la première pourraient aussi isoler la seconde. La Russie n'a pas encore été en mesure de lever les restrictions qu'elle a mises en place. Le 13 juillet, Reuters a rapporté que les restrictions sont toujours en place. L'Ukraine ne compte clairement pas céder. Encore 15 navires coulés. Le 13 juillet signifie une nouvelle prolongation des restrictions. Et à partir du Milka, 14 juillet et au-delà, il est probable que d'autres pétroliers et navires de ravitaillement soient signalés touchés en mer d'Azov. Nous passons à un autre moment fort de la nuit record pour l'Ukraine. Les drones ukrainiens ont également frappé un trio de systèmes radars stationnaires que la Russie utilise pour détecter à la fois les drones maritimes et aériens. Ne minimisez pas l'importance de cette frappe. Les systèmes radars sont incroyablement complexes et difficiles à remplacer. Surtout quand la Russie affronte les sanctions imposées par les partenaires de l'Ukraine. La Russie manque aussi de tout pour développer une industrie radar efficace. Elle n'a pas la microélectronique nécessaire pour les radars les plus avancés, déclare Global Defense Corps. Elle n'a pas la main-d'œuvre, l'expérience, l'expertise, ni le talent pour fabriquer de meilleurs radars que ceux qu'elle a déjà. Lorsque l'Ukraine détruit des radars, cela pèse sur une industrie russe qui peine à les remplacer à tous les niveaux. De plus, l'Ukraine ouvre des portes. Les 3 radars détruits près de la mer d'Azov, le 13 juillet, ne détecteront pas les drones ukrainiens attendus demain. On ignore quel système exact les drones ukrainiens ont détruit, mais cela importe peu. Plus il y a de radars détruits, plus il y a d'occasions pour de futures attaques. De plus, l'Ukraine peut savourer l'ironie de voir que les armes mêmes que ces radars étaient censés détecter sont précisément celles qui les ont mis hors de combat. Nous sommes à mi-parcours du résumé. Il reste des cibles visées par l'Ukraine à évoquer, et nous expliquerons aussi l'impact de l'expansion aérienne ukrainienne sur la suite de la guerre avec la Russie. Mais avant cela, vous regardez l'émission militaire. Si la chaîne vous aide à y voir plus clair, abonnez-vous et activez les notifications. Nous analysons tout cela chaque semaine. Ensuite, l'Ukraine visait une cible plus importante que les radars durant ses 24 heures de destruction. La cible était la base aérienne de Bakhmut. Située en Crimée occupée, à environ 14 km de Kertch, cette base aurait été abandonnée en 1996. Elle n'est plus abandonnée. Bien que la Russie ne l'utilise plus pour sa fonction initiale, la base abrite encore des hangars où elle stockait du matériel spécialisé et des véhicules militaires. Ce fait en fait une cible pour la campagne de blocus logistique de l'Ukraine. Et le 13 juillet, l'Ukraine a mené une frappe. Il reste à voir à quel point cette frappe a été réussie. L'Ukraine n'a fourni aucun détail, si ce n'est que la base a été attaquée. Il est intéressant de noter que Bakhmut ne semble pas avoir été la seule base militaire visée par l'Ukraine. Le 13 juillet, selon le Moscow Times, le FSB russe affirme avoir déjoué des attaques ukrainiennes contre les bases aériennes de Chagol et d'Ukraïnka, situées respectivement dans les régions de Tcheliabinsk et d'Almira, la même nuit où la base de Bakhmut a été visée. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de drones. Le FSB mentionne l'arrestation des auteurs, suggérant qu'une opération de sabotage était en cours. On suppose donc que c'est une petite victoire pour la Russie lors de l'une de ses pires nuits de la guerre jusqu'à présent. Certes, ce n'est pas grand-chose, mais cela aurait été humiliant que des saboteurs parviennent à leur fin dans des bases au cœur de la Russie, alors que les drones ukrainiens ont détruit plus de 1700 cibles ailleurs. L'Ukraine réessaiera sans doute. Ces bases, comme tout le reste en Russie, sont loin d'être sûres. Revenons à d'autres succès ukrainiens. En attendant plus d'informations sur l'attaque de Bakhmut, nous avons vu que l'Ukraine a aussi mené des frappes réussies près du port Kavkaz, visant les 2 ferries mentionnés plus tôt.
Les opérateurs de drones ukrainiens ont aussi détruit 3 réservoirs de pétrole dans le complexe de transbordement du port. Et un train russe transportant du carburant vers la gare de fret de Kavkaz. On a l'impression de répéter cela chaque jour. Encore du carburant détruit, alors que l'Ukraine poursuit sa campagne visant à isoler la Crimée. Mais plus encore, une nouvelle frappe réussie contre le port de Kavkaz envoie un message aux forces d'occupation en Crimée. Poutine n'est plus capable de les protéger. L'Ukraine peut tout simplement attaquer ce port lors de la plus grande nuit de frappe qu'elle ait jamais menée. On a l'impression que ce type d'attaque devient facile pour l'Ukraine. Nous affirmons que l'Ukraine a attaqué à nouveau le port Kavkaz, car il y a quelques semaines, ce port avait déjà été visé lors d'une frappe ukrainienne des deux côtés du pont Le Kerch, lié au message évoqué. L'Ukraine a dévasté le port. Le 21 juin, une frappe ukrainienne par drone a visé les installations de stockage de carburant du port, provoquant un incendie si vaste qu'il a été visible sur des images satellites. Cet incendie a mis hors service un port russe servant au transport de munitions, d'armes et de carburant vers la Crimée. Et l'Ukraine espère un résultat similaire avec sa frappe du 13 juillet. Nous avons encore un autre moment fort à vous montrer avant de continuer. La majorité des frappes mentionnées ont eu lieu dans les territoires occupés ou dans les eaux autour de la Crimée. Mais l'Ukraine réservait aussi une surprise à une installation spéciale à Viazniki, située dans le kraï de Stavropol, Russie. À environ 600 km de l'Ukraine, Viazniki abrite un dépôt pétrolier qui comprend toute une batterie de réservoirs de stockage. L'installation stocke pétrole et carburant acheminé vers la Crimée et les forces d'occupation russes dans le sud de l'Ukraine. Considérez-le comme faisant partie d'un réseau. Un réseau pour transporter pétrole et carburant des usines russes vers les zones où l'on en a le plus besoin. L'attaque ukrainienne sur le dépôt aurait débuté dans la nuit du 12 juillet. D'après un rapport du maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Et bien sûr, la Russie affirme avoir repoussé l'attaque. 3 drones ont été abattus à 0319 le 13 juillet, a affirmé Sobyanin. Mais il n'a pas expliqué pourquoi un incendie faisait rage dans l'installation, alors qu'il assurait que les défenses aériennes russes géraient la situation. Quelqu'un prend des libertés avec la vérité. Les habituelles excuses sur les débris de drones seront sans doute bientôt invoquées pour justifier l'efficacité des défenses aériennes russes, malgré le fait que la cible visée par l'Ukraine brûlait. L'Ukraine ne s'en souciera pas. L'attaque du dépôt de Viazniki a inauguré une nuit de terreur inédite pour les occupants russes. Et pour en rajouter à l'humiliation, ce dépôt est très proche de Moscou. Encore un rappel venu d'Ukraine, ces drones peuvent atteindre la capitale, au cas où Poutine n'aurait oublié. Tout cela nous ramène au titre qui a lancé la vidéo. 1725 cibles russes ont été frappées par l'Ukraine en 24 heures. Ce chiffre semble presque difficile à croire. Surtout comparé à ce que l'Ukraine a accompli avec sa campagne à longue portée il y a quelques mois. À mesure que la campagne s'étend, la Russie rencontre de sérieuses difficultés. Voici pourquoi. Nous voyons ici un élargissement du champ d'action et de l'ampleur de l'opération ukrainienne à longue portée. Le SBU le dit lui-même, déclarant « La destruction simultanée de dizaines de cibles dans différents endroits éloignés en une seule nuit montre que le SBU accroît l'ampleur de ses opérations spéciales à longue portée. Des infrastructures militaires et pétrolières clés russes continueront de brûler. » En parlant des frappes abordées dans cette vidéo. Le SBU ne ment pas. Les chiffres indiquent que la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine a atteint un point où la Russie ne peut plus la gérer. Avant les 24 heures records qu'a connu l'Ukraine, le média United 24 a publié un rapport intéressant, montrant à quel point la campagne à longue portée de l'Ukraine s'est développée. Le média indique que les 6 premiers mois de 2026 ont vu l'Ukraine frapper 697 cibles à l'intérieur de la Russie, coûtant au Kremlin environ 6,1 milliards de dollars au passage. Ce chiffre concerne uniquement les cibles en Russie, comme les raffineries détruites par les drones ukrainiens cette année. Lorsque vous ajoutez la campagne de frappe à moyenne portée de l'Ukraine, vous pouvez compter 7028 objets ennemis supplémentaires, selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Ces chiffres sont révélateurs, car ils nous indiquent également que la nuit où l'Ukraine a effectué 1725 frappes devait concerner principalement des cibles sur le front. Les cibles à moyenne et longue portée étaient les points forts, mais la Russie a aussi perdu beaucoup de matériel et de soldats. Syrski affirme que ces chiffres démontrent que l'Ukraine n'a plus aucun problème à frapper ceux qu'elle veut à moyenne et longue portée. La Russie ne peut pas vraiment empêcher les drones ukrainiens de frapper leurs cibles. Et si cela ne suffisait pas, l'Ukraine agit aussi pour renforcer sa campagne à longue portée. Quelques jours seulement avant la nuit record qu'a connue l'Ukraine,
le président Volodymyr Zelensky a annoncé la création du commandement des frappes à longue portée. Officialisé par décret présidentiel, ce commandement va formaliser et centraliser les ressources à longue portée de l'Ukraine, rendant ainsi une campagne qui frappe déjà la Russie et les territoires occupés encore plus meurtrière, mieux organisée et plus efficace. Poutine doit secouer la tête, incrédule. L'Ukraine cause déjà des ravages sans cette structure de commandement. Il ne peut qu'imaginer ce qui se passera une fois la nouvelle organisation en place. Cela s'inscrit dans une stratégie ukrainienne visant à perturber tout ce qui permet à Poutine de poursuivre la guerre. Le concept est simple et aussi vieux que la guerre elle-même. Éliminer la source du pouvoir russe, à la fois à l'intérieur de la Russie et dans les territoires occupés, pour affaiblir les soldats sur le front et imposer des coups massifs. Ce qui différencie cette approche traditionnelle de l'établissement de la supériorité aérienne, c'est la façon dont l'Ukraine s'y prend. L'Ukraine dispose d'une force aérienne à peu près correcte, mais elle est loin d'être assez grande pour couvrir tout le territoire ukrainien, sans parler de pénétrer en Russie pour frapper des cibles. L'Ukraine utilise plutôt des drones et ses missiles de croisière à faible coût pour briser la machine de guerre russe de l'intérieur. La supériorité aérienne au sens traditionnel n'est plus nécessaire. L'Ukraine peut ainsi envoyer chaque mois des milliers de drones sur le champ de bataille, et au-delà pour freiner les avancées russes, détruire pétrole et carburant, et frapper des cibles jugées inaccessibles par la Russie. C'est une stratégie brillante et asymétrique de l'Ukraine, et elle ira en s'améliorant avec la poursuite de la guerre. La Russie en ressent l'impact de plusieurs façons, et cela nulle part autant que dans la crise du carburant, qui est devenue si étendue qu'elle touche tout le pays. Vous aurez remarqué que les réservoirs de carburant, cuves à pétrole et installations de stockage figuraient parmi les cibles de l'Ukraine les 12 et 13 juillet. C'est le cas depuis des mois maintenant. La stratégie de l'Ukraine a entraîné une baisse de la production nationale d'essence en Russie, au point qu'elle ne peut couvrir que 65% de la demande saisonnière du pays. La Russie accuse actuellement un déficit pouvant aller jusqu'à 45 000 tonnes de carburant par jour, ce qui l'oblige à chercher du carburant auprès d'autres pays, simplement pour suivre le rythme. Selon un rapport du 14 juillet, United 24 Medi a révélé que la pénurie de carburant en Russie est telle qu'elle provoque l'annulation d'appels d'offres destinés à approvisionner les services d'urgence russes. L'Ukraine révèle aujourd'hui que ce qui fut l'une des plus grandes forces de la Russie est désormais sa principale faiblesse. La Russie n'est pas censée manquer de carburant. C'est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Mais dans le système politique centralisé russe, toutes les décisions dépendent d'un seul homme, obsédé par l'Ukraine. Rend impossible pour la Russie de trouver une réaction rapide. Au lieu de cela, la Russie peine, attendant que Poutine décide, pendant que les drones ukrainiens volent. Il n'y a pas de réponse coordonnée à la crise pour le Russe moyen. Juste un vague espoir que l'Ukraine cède et que la Russie pourra se redresser à l'avenir. L'Ukraine ne cédera pas de sitôt. Une mythe frappe record nous le montre. Mais la Russie sait qu'elle devra encore affronter de nombreuses attaques similaires. L'action de l'Ukraine, du 13 juillet, s'inscrit dans une opération de 40 jours, annoncée fin juin, que l'Ukraine dit avoir été conçue pour pousser Poutine à mettre fin à sa guerre. Nous ne sommes pas encore à la moitié de l'opération, que Zelensky dit être basée sur les sanctions ukrainiennes de moyenne et longue portée. La Russie peut-elle tenir encore quelques semaines? La Russie peut-elle survivre à ce que l'Ukraine prépare ensuite, si l'opération de 40 jours n'apporte pas ce que Zelensky veut? Il semble de plus en plus que la réponse à ces questions soit non. La Russie n'a jamais perdu autant en une seule journée. Il ne serait pas surprenant de répéter cela dans quelques jours ou semaines, après une nouvelle vague de sanctions cinétiques de l'Ukraine, plus forte que la précédente. Pour l'instant, l'Ukraine va continuer d'ajouter au bilan de 2026, et c'est déjà un miracle que la Russie ait tenu cette année. Fin juin, l'Ukraine a révélé l'ampleur d'une tempête de frappe en 2026, qui a éclipsé le soleil au-dessus de la Russie. De nouveaux jalons ont été atteints. Les défenses russes sont complètement submergées. Découvrez tout cela dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour suivre nos infos sur les dernières victoires de l'Ukraine contre la Russie. Et merci, comme toujours, de regarder.